9 principes pour soutenir l'apprentissage à distance ou à 1 mètre. Alors, on commence. Peut-être que je vous présente une photo d'une cour d'école chez nous au Québec que j'ai prise il y a quelques jours, quelques semaines, en fait. Et nous, depuis déjà 2 mois, un peu plus, et je sais qu'un peu partout sur la planète, on est dans des situations comme celle-ci. Nos cours d'école sont désertés, il n'y a plus d'élèves. Elles sont barricadées, on n'a plus le droit d'y accéder. Les écoles pour nos élèves que nous, on appelle du secondaire, ce qui peut correspondre peut-être au lycée chez vous ou à la seconde, vous avez nos écoles qui seraient remplies d'adolescentes et d'adolescents qui feraient jouer leur musique à tue-tête, qui nous diraient des mots inappropriés et tout, et qui nous feraient réagir. Bien là, on trouve ça triste parce qu'ils sont plus là, c'est vide, c'est mort, c'est vraiment déconcertant. Même nos espaces de jeu pour les enfants dans les parcs ont l'air d'une scène de crime. C'est complètement déconcertant. On est devant des phénomènes complètement nouveaux et c'est impressionnant parce que ce n'est pas seulement chez nous, dans ma cour, chez moi, c'est à l'échelle de la planète. On voit que les gens vivent cette situation-là déconcertante partout. Tout est mort, tout est tranquille. Nos grandes villes sont désertées. Il se passe toutes sortes de phénomènes qu'on n'avait jamais vus. Je vous donne un exemple. Ici, c'est à la municipalité où j'habite. Il y a un bureau municipal derrière chez moi. Et de ma fenêtre, je voyais une réunion qui se tenait à l'extérieur, à 2 mètres. Tous les employés tenaient leur rencontre, au lieu de la tenir dans une salle de réunion assis autour d'une table, ils étaient à l'extérieur avec une petite table au milieu du stationnement entre leurs voitures, leurs automobiles, et ils tenaient leur réunion. Donc, toutes sortes de phénomènes comme ça qu'on voit. Nos classes maintenant, au Québec, on a maintenant déconfiné tranquillement, graduellement nos écoles primaires, l'élémentaire chez vous, dans plusieurs cas, vous appelez ça comme ça, je crois. On doit installer les tables des élèves à 2 mètres de distance. Les élèves doivent rester toute la journée assis à leur place. Ils peuvent sortir quelques fois dans la cour d'école, mais pas tout le monde en même temps pour ne pas avoir trop d'élèves en même temps. Ils n'ont pas accès aux jeux, aux modules à l'extérieur. Ils ne doivent pas se toucher, ils ne doivent pas s'approcher. Et donc, c'est vraiment particulier, un enseignement. Je sais que dans d'autres pays, je ne sais pas, peut-être que vous pourrez nous témoigner de ça dans le clavardage. C'est quoi la distance? Si vous êtes-vous réouvert dans votre école, dans votre milieu? Et c'est quoi les exigences? Est-ce que vous pouvez partager ça aux autres? Donc, le lien ne fonctionne pas pour vous. Monurel.ca, soutenir MLF, ça ne fonctionne pas? Ah, je suis vraiment désolé. Donc, merci de ceux qui partagent. Merci, Barbara, de partager le lien public. Donc, pas raccourci, ça va permettre à tout le monde d'accéder à la présentation. Alors, merci pour les gens qui nous partagent. À distance à 1 mètre, hein, il y a beaucoup d'endroits où, dans le fond, on a obligé les écoles à se donner de toutes sortes de nouvelles mesures qui sont vraiment contraignantes et qui sont pas faciles. On doit complètement réinventer notre façon d'apprendre et d'enseigner. Il y a même une enseignante qui a utilisé le contexte elle avait demandé aux élèves d'apporter des serviettes pour s'asseoir à l'extérieur, des serviettes de plage. Et donc, elles s'en sont servies pour se faire un espace d'intimité pour la lecture tranquille. Donc, ils ont utilisé pour se faire une petite maison, une petite cabane où l'élève peut aller faire sa lecture dans toute tranquillité sous sa table de travail. On a toutes et tous, actuellement, on est en train d'en faire une rencontre à distance. On a tous été obligés de tourner vers le travail à distance, utiliser des outils nouveaux qu'on ne connaissait pas. Moi, je suis quand même très privilégié parce que mon équipe de travail, vous voyez une partie de mon équipe de travail, nous, on travaille constamment à distance parce qu'on est dans des villes différentes. Là. Certains d'entre nous sont sur la rive nord de Montréal, d'autres près de la ville de Québec. Moi, je suis à Saint-Hyacinthe. On est quelques-uns à des endroits différents. Alors, tous les jours, nous, on travaillait déjà avec des outils de visio. Alors, la seule chose qui a changé maintenant, c'est le décor derrière nous. Avant, c'était le décor de notre bureau. Maintenant, c'est le décor de notre maison, de notre salon, de notre cuisine, donc de notre espace personnel. Mais on continue de travailler. On est vraiment chanceux d'avoir ce privilège-là, d'être habitué de travailler avec des outils. Ça nous a aidé à nous adapter à la situation, mais plusieurs d'entre nous, on n'avait pas déjà fait ça. Donc, ça a été une grande adaptation. Nos équipes écoles, nos collègues travaillaient à distance constamment. On se rend compte que c'est exigeant. Hein? On ne peut pas passer une journée entière à distance avec d'autres personnes. Notre cerveau, il trouve ça très difficile de fonctionner dans un élément comme ça.
Même chez moi, dans ma famille, on a fêté au moins 3 anniversaires jusqu'à maintenant à distance avec mes parents, ma conjointe, mon fils qu'on voit ici en bas. C'était son anniversaire. On était chacun chez soi et on soulignait nos anniversaires en prenant un repas à distance en visioconférence. Il semblerait qu'il y a même des peluches qui se voient plus et donc qui ont pris la caméra pour se parler et se voir à distance. En fait, ce que vous voyez là, il y a quelqu'un qui a activé son micro. Si c'est possible de désactiver votre micro, merci. Ça va aider à éviter les bruits parasites. Ce que vous voyez là, en fait, c'est ma conjointe qui est orthopédagogue dans une école. Et donc, elle a, pour accompagner, pendant la période où chacun était chez soi, ses élèves, pour les aider à faire de la lecture à distance, elle a créé un petit livre avec une application là, qui s'appelle Book Creator sur son iPad. Et donc, elle a pris des photos, elle a inventé des petites histoires, elle a écrit un petit texte et créé un fichier PDF qu'elle envoyait à ses élèves et elle faisait de la visio pour se connecter avec ses élèves. Elle leur faisait lire le livre à distance. Elle a inventé une histoire avec des peluches qu'on avait à la maison. Et donc, c'est Manny, le petit chien blanc ici que vous voyez au centre, et qui voulait rencontrer son ami Caramel dans la rue, mais ils ne pouvaient pas s'approcher l'un de l'autre et ils ne pouvaient pas se parler trop longtemps. Donc, ils ont fait de la visio pour se parler. Donc, voyez-vous, toutes sortes de phénomènes. On n'aurait pas pensé à imaginer des histoires pour enfants en visioconférence il y a quelques semaines à peine, quelques mois à peine. Et là, maintenant, ça fait partie de notre imaginaire collectif. Alors, toutes ces situations qui sont à la fois déconcertantes, qui nous font et qui sont parfois vraiment épanouissantes parce que des fois, on a vécu aussi des moments magiques avec nos élèves, peut-être à distance. Ça nous fait vivre des émotions en dents de scie, c'est-à-dire que tout le monde, toutes les personnes à qui j'ai parlé, qui vivent le confinement, qui ont vécu le confinement, me disent qu'ils ont vécu leurs propres émotions, leurs propres sentiments sont constamment très variables. Moi, souvent, le matin, je suis très motivé, j'ai le goût et parfois, il arrive le milieu de l'avant-midi et je me sens complètement démotivé, j'ai plus le goût de rien, je suis tanné, je suis fatigué, je ne veux plus rien faire. Plein de gens me témoignent que leurs émotions sont très hautes ou très basses, très souvent, et on n'est pas habitué de vivre ça. Mais tout ça, c'est tout à fait normal. C'est normal parce qu'on vit, tout le monde à l'échelle de la planète, une situation complètement nouvelle qui n'existait pas avant. Et tout ça, c'est normal de vivre, de ressentir des émotions en dents de scie comme ça et de se sentir complètement déboussolé. Et ça, si on est capable de nommer ça, ça va nous aider à être capable de relever nos défis. Donc, je voulais commencer avec ces éléments-là. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, bon, vous avez vu tout à l'heure, Jérôme vous a partagé le lien vers la présentation, mais aussi un peu mon ordre du jour d'aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est un atelier ou une formation en 3 temps. Le premier temps, je vais vous parler de 2 éléments théoriques. Je vais vous parler du fonctionnement du cerveau et de la gestion des émotions. Puis ensuite de ça, vous présenter les 9 principes, donc le cœur de l'atelier d'aujourd'hui. Mais pourquoi je parle de ces 2 éléments? D'abord, c'est que si je veux remettre en contexte des choses que peut-être vous connaissez déjà, mais qui vont nous aider à éclairer les 9 principes. Ces 2 éléments théoriques-là que je vous présente au début aident à mieux comprendre et à situer pourquoi ces 9 principes qu'on va faire. Et ensuite de ça, à la fin, on va se réserver peut-être 5 minutes de partage peut-être que ça vous inspire des idées. Ce qu'on voit là, je vais vous proposer d'aller partager aux autres les idées que ça vous a inspiré, ce qu'on va avoir réfléchi ensemble ce matin ou cet après-midi, selon où vous êtes sur la planète. Hein, on n'est pas au même moment. Donc, je vous propose ceci aujourd'hui. Ça vous va? On est parti. Donc, avant d'aller vers le contenu, ben, je ne me suis pas encore présenté hein, comme tel. Moi, mon nom, c'est Benoît Petit. Vous avez vu mon nom. Mais moi, j'habite au Québec. Au Québec, je travaille au sein du RÉCI. Le RÉCI, c'est le Réseau pour le développement des compétences par l'intégration des technologies. En fait, c'est un réseau de 200 personnes, 200 principalement des conseillères et des conseillers pédagogiques. Les conseillers pédagogiques qui ont comme mandat de soutenir, d'accompagner, de former les enseignantes et les enseignants du Québec pour intégrer le numérique en classe. Donc, on existe depuis 20 ans, notre service existe depuis, le réseau de toutes ces personnes-là existe depuis 20 ans déjà au Québec et on est répartis en différents types de services. Donc, nous, on a au Québec des commissions scolaires qui sont des regroupements d'écoles, c'est des services publics.
et qui, donc, dans chacune de ces commissions scolaires-là, il y a ce qu'on appelle, nous, les services locaux, donc des conseillères, conseillers pédagogiques qui accompagnent directement les enseignantes et les enseignants dans les écoles. Mais on a aussi à la formation générale des adultes une structure un petit peu différente où on a 18 services régionaux qui accompagnent les centres de formation et on a, en plus de ça, 14 services nationaux qui ont des mandats à l'échelle de tout le Québec et qui ont comme mandat soit des disciplines, des matières ou encore des clientèles particulières. Des clientèles, ça peut être l'adaptation scolaire, la formation professionnelle, l'éducation préscolaire. Donc, on a différents services qui soutiennent l'ensemble du réseau scolaire par rapport à des domaines plus spécialisés. Et en plus de ça, au ministère de l'Éducation, on a un service de coordination, quelques membres de notre équipe qui assure la coordination de l'ensemble des actions du réseau. Vous pouvez trouver notre site web sur le logo, le lien est cliquable, récit.qc.ca. Donc, c'est le site du Récit. Vous allez retrouver toutes les ressources, les différents services. Moi, mon mandat, je fais partie des services nationaux du Récit. Mon mandat actuellement, c'est d'accompagner les gestionnaires scolaires dans l'implantation du plan d'action numérique au Québec. Et notamment dans ça, mais dans mon équipe, les gens que vous voyez sont aussi dans le domaine du développement de la personne, c'est-à-dire nous, on a le développement de la personne, ça regroupe des disciplines comme éducation physique à la santé, éthique et culture religieuse, mais aussi d'autres domaines, par exemple l'éducation à la sexualité, mais aussi un autre mandat qui est plus global ou plus large, qui est le développement de la citoyenneté à l'ère du numérique. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais offrir aussi un atelier pour présenter le modèle qu'on a développé au Québec sur le développement de la citoyenneté à l'ère du numérique la semaine prochaine, donc jeudi prochain, à peu près à cette heure-ci, un petit peu plus tard en fait. Donc, ça fait le tour pour moi. Je poursuis deux concepts théoriques, le fonctionnement du cerveau, la gestion des émotions, annoncé avec le fonctionnement du cerveau. Vous voyez ici, je vous présente une forêt pour vous parler du cerveau humain. Pourquoi cette image de la forêt pour parler du cerveau? En fait, moi, je me suis inspiré un peu de ce que Steve Masson. Steve Masson, c'est un spécialiste en neuroéducation à l'Université du Québec à Montréal, un universitaire qui travaille dans la neuroéducation, neurosciences et l'éducation, et qui compare le fonctionnement du cerveau à une forêt. Ce qu'il dit, lui, c'est que le cerveau, c'est un peu comme une forêt que l'on doit défricher pour tracer des sentiers dans la forêt. Alors, comment on fait? On trace des sentiers en créant des liens neuronaux dans notre cerveau entre différentes informations. Et plus on utilise les mêmes sentiers souvent, plus notre cerveau devient efficace à réaliser des tâches. Pensons quand on fait des apprentissages complexes, au début, on est là à les exécuter, c'est difficile. Prenez l'apprentissage de la conduite automobile, par exemple. Au début, quand on apprend à conduire une automobile, c'est complexe, on a tellement d'éléments à considérer qu'on est très lentement, on ne va pas vite. Et quand ça fait quelques semaines, quelques mois, quelques années que l'on conduit, il y a plein de sentiers qui se sont tracés dans notre cerveau et on a automatisé des tâches, c'est ce qu'on appelle des tâches automatisées. Donc, ces tâches automatisées nous rendent très efficaces à réaliser des tâches. Eh bien, ça me fait penser à une anecdote. J'étais avec un de mes collègues du Récit et lors d'une de nos rencontres, en fin de journée, on a eu une activité. Sébastien va faire de la course en forêt, mais il se trouve à aller seul faire son activité. Il est arrivé un peu en retard avec le groupe. Et donc, il court pendant une vingtaine de minutes. Au bout de 20 minutes, il revient sur ses pas et soudainement, il ne retrouve plus son chemin. Il ne sait pas où aller. Il est complètement perdu. Et là, il se sent, on est à la fin de la journée, le soleil va se coucher bientôt. Il craint d'être perdu en forêt. Il commence à comprendre ce que peuvent ressentir des gens qui sont perdus en forêt, qui ne trouvent pas leur chemin. Mais heureusement, mon ami Sébastien est un homme prévoyant et donc avait sa montre GPS et donc sa montre lui a indiqué le chemin pour revenir à son point de départ. Bon, Sébastien prévoyant, tant mieux, c'est super. Il a pu retrouver son chemin. Mais Sébastien, habituellement, il court souvent en forêt. Mais habituellement, il n'y a pas besoin de se repérer dans la forêt parce qu'il court dans les mêmes sentiers tous les jours. Et donc, quand il court, il peut penser à 1000 autres choses, sa famille, son travail, etc. Parce que son sentier est tellement bien tracé qu'il court sans réfléchir. C'est une tâche automatisée, courir. Donc, notre cerveau fonctionne un peu comme ça. Sébastien court dans sa forêt habituelle, mais Sébastien se trouve dans une nouvelle forêt et là, il est complètement perdu. Son cerveau a de la difficulté à tracer ces nouveaux sentiers, des nouveaux sentiers à tracer. Donc, c'est difficile. Notre cerveau, c'est un peu la même chose. Parfois, il y a de la difficulté
Quand on arrive dans des situations nouvelles, comme actuellement, on a même, vous voyez toutes les photos que je vous ai présentées, on a ces quelques petits exemples de phénomènes extraordinaires qu'on n'a jamais vécu sur chacune et chacun d'entre nous. Donc, notre cerveau doit constamment s'adapter, mais ce qu'il a tendance à faire, c'est vouloir utiliser les sentiers qu'il connaît bien. Mais il est possible que ces sentiers-là ne soient pas toujours la réponse la plus efficace à la situation dans laquelle il est. Peut-être que Sébastien avait tendance à utiliser les sentiers qu'il connaissait, mais les repères qu'il a habituellement dans la forêt où il va, ils ne sont plus les mêmes. Donc, son cerveau est mêlé et dérangé. Alors que, parce que peut-être que Sébastien, tout comme notre cerveau, quand on est dans une nouvelle situation, il y en a peut-être des sentiers qui se présentent à nous, mais on ne les voit pas, parce qu'il y a peut-être des obstacles qui nous empêchent de les regarder, de les voir, ou encore parce que certains de ces sentiers-là nous paraissent trop difficiles, où on a l'impression qu'on va faire un bout de chemin sans savoir si ça va nous mener où on veut, ça va donner la réponse que l'on veut. Donc, on va résister à emprunter ces sentiers-là. Notre cerveau fonctionne comme ça. Même si nous, on voulait, notre cerveau vient nous dire de ne pas trop aller là parce que ce n'est pas un sentier connu. Mais ça, ces sentiers-là qu'on est habitué, Olivier Houdet, qui est un autre spécialiste en neuroéducation, un Français, un scientifique français, nous dit que c'est important de combiner, en fait, pour être intelligent, pour faire bien fonctionner notre cerveau, ce qu'on a besoin de faire, c'est de combiner à la fois les automatismes, mais aussi les inhibitions, c'est-à-dire la capacité de s'arrêter. Parce que de reconnaître que dans une situation où on est, par exemple, l'inhibition, c'est-à-dire le sentier tracé habituellement, ne serait pas la bonne réponse. Et ce qu'il nous dit, dans le fond, c'est de nous arrêter pour être capable de peut-être, vous voyez, ma caméra est au mode portrait, mais peut-être de mettre la caméra au mode paysage. C'est-à-dire d'élargir nos horizons, de regarder un peu plus large, puis de peut-être chercher à emprunter d'autres sentiers. Anne, s'il te plaît, pourrais-tu éteindre ton micro parce qu'on t'entend parler, donc, s'il te plaît. Anne Thomas, merci. Donc, utiliser les sentiers peut-être qu'on connaît moins. Et peut-être que là, on a besoin aussi pour y arriver de se mettre en communauté avec d'autres gens qui ont d'autres idées, qui ont peut-être emprunté, eux, d'autres sentiers. Mettre en commun nos différents sentiers va peut-être nous aider à faire fonctionner nos cerveaux collectivement plus efficacement. Alors, à sortir de ce qu'on est habitué de faire, à fonctionner autrement. Donc, très important, le cerveau, il nous joue parfois des tours, il veut nous amener dans nos sentiers tracés, et ce n'est pas toujours la réponse la plus adéquate. Parfois, il faut savoir s'arrêter et revoir les choses autrement. Donc, première partie du fonctionnement du cerveau, nos sentiers bien tracés, c'est tout de suite que je vous mets en action. Je vous avais parlé tout à l'heure quand les gens arrivaient que vous pouviez collaborer à ma présentation en allant participer avec les outils d'annotation. Alors, je vous invite à répondre à ma question. Première partie sur le fonctionnement du cerveau. Que retenez-vous? Vous pouvez soit utiliser le texte d'annotation pour écrire dans ma diapositive directement, ou encore tout simplement répondre dans le clavardage, dans le chat. Donc, allez nous écrire dans la conversation. Répondre, que retenez-vous de cette première partie sur le fonctionnement du cerveau? Alors, à vos outils d'annotation, on active les outils d'annotation, on prend l'outil texte et on pouvait écrire directement dans ma diapositive, dans mon diaporama, et donc, ou encore dans ma présentation, ou sinon, vous pouvez écrire dans le clavardage. Il faut s'arrêter, sortir de sa zone de confort. Combiner les automatismes et l'inhibition, très intéressant. Sortir des sentiers battus, tout à fait, collaborer. Il faut allier automatisme et résistance aux automatismes, tout à fait. Il faut élargir ses horizons, oui, tout à fait. Il faut peut-être le cerveau choisit des chemins connus, mais intéressant. Donc, oui, essayer de nouvelles choses. On est dans une situation où on perd nos repères. Ne pas hésiter à utiliser de nouveaux sentiers, tout à fait, absolument. Il faut aller vers l'inconnu et faire preuve et peut-être faire autre chose qui nous fait peur, absolument. Donc, il faut réfléchir autrement, sortir de sa zone de confort, oser faire autrement, tout à fait. Habituer à des changements de routine, oui, faire confiance peut-être à l'inconnu, c'est ça que je vois que vous êtes en train d'écrire. Intéressant de regarder ailleurs, essayer de nouvelles choses. Oui, vraiment très intéressant. Vous avez plein de suggestions fort intéressantes à nous suggérer. S'arrêter, observer, mettre en commun nos différents sentiers,
Absolument. Mutualiser, oser s'aventurer. Oui, Jérôme. Benoît, c'est Jérôme. Est-ce que tu peux redire comment on écrit sur Oui, oui, oui. la À côté de diapositive? la petite bande verte au-dessus de ma présentation, là, il y a un outil. Vous pouvez cliquer sur Annoter et vous allez avoir une nouvelle barre d'outils qui va s'ajouter et vous allez avoir des outils d'annotation. Par exemple, vous pouvez utiliser l'outil texte qui va vous permettre d'écrire directement dans la présentation. C'est très riche parce que ça permet de voir les différents éléments que chacune et chacun on peut ajouter. Donc, on va ici ne pas viser le parfait, mais le nouveau. Ah, très intéressant. Il faut prendre le temps de réfléchir pour prendre la décision d'aller vers, on voit, OK, entraîner le cerveau à sortir des sentiers battus, explorer du nouveau. Ici, on a d'autres éléments. Oser se lancer, accepter d'avoir peut-être peur, peut-être c'est peut-être ça que vous alliez dire. Il faut aller vers l'inconnu, faire peur, peut-être autre chose qui nous fait peur. Vraiment très intéressant. Oui, vous pouvez aussi utiliser des petits crochets si vous voulez aller mettre, dire que vous êtes d'accord avec une idée qui a déjà été écrite par quelqu'un d'autre, sortir de sa zone de confort, se jeter à l'eau. Vraiment, vous avez plein d'expressions très riches et très intéressantes. Merci beaucoup de votre participation très active. Sortir de sa zone de confort, on l'a vu beaucoup, c'est notre cerveau qui nous entraîne dans nos sentiers connus. Il faut savoir résister à notre cerveau. Bon, vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Je vais enregistrer ce que vous venez de noter. Je vais donc faire une sauvegarde, une capture d'écran de vos commentaires très intéressants. Et je vous avertis tout de suite, là, je vais effacer ce que vous avez mis. Je sais que c'est plate, c'est dommage, mais je vais effacer ce que vous avez mis pour pouvoir poursuivre ma présentation. Je vais donc vous demander de cesser pour le moment de faire vos commentaires à annotation de ma présentation. Merci beaucoup. Vraiment très riche, très intéressant de tout ce que vous amenez pour contribuer à notre présentation, à notre intelligence collective. Deuxième partie des concepts théoriques. Ah, il y a quelqu'un qui a voulu ajouter son grain de sel en ajoutant son petit grain de sel. On va effacer ça. On va poursuivre. Qui a découvert enfin l'outil d'annotation. Il y en a qui viennent de le découvrir, c'est bon. Mais hey, on a découvert aussi comment effacer, c'est merveilleux. Super. On a donc parlé du fonctionnement du cerveau. On va maintenant parler de la dimension socio-affective de nos réalités. Qu'est-ce que ça vient faire dans ça? Peut-être que vous l'avez déjà un peu nommé, parce qu'il y en a qui ont beaucoup parlé d'affronter ses peurs, de parler de ce qu'on ressent. D'abord, précisons deux choses, deux termes que vous connaissez bien. Je veux juste faire un rappel. Je m'inspire d'une définition qu'on a au Québec. L'Office québécois de la langue française définit une émotion et un sentiment comme ceci. Mais la différence entre les deux, elle est quand même importante. Une émotion, c'est plus vif. C'est sur le moment. C'est en réaction à une situation qui vient de se produire. C'est court dans le temps. C'est un peu c'est brusque et ça fait une réaction physique forte habituellement chez nous, chez soi. Et ça peut parfois aussi se traduire en des paroles ou des mots qui sont parfois forts. C'est un peu comme la courbe du coronavirus. Quand elle est en son pic, elle est en monte très fort, c'est une émotion. Alors qu'un sentiment, c'est quand on a réussi à aplatir la courbe, c'est davantage, un sentiment, c'est basé plus sur nos valeurs, sur nos expériences. C'est quelque chose qui est plus stable, qui est là depuis plus longtemps et qui correspond à un état affectif aussi. C'est affectif tout comme les émotions, mais c'est moins fort habituellement, ou du moins, c'est plus stable, c'est plus présent sur une période de temps. Alors, quand on parle de dimension affective, les deux sont importants, les deux vont jouer dans notre capacité à nous adapter à des nouvelles situations, mais pas tout à fait de la même façon. Mais il y a quand même des éléments très communs. Alors, comment on fait? Actuellement, peut-être que vous êtes en équipe école ou en équipe de travail et vous avez à relever des défis, de vous installer dans une nouvelle école, de donner de la formation à distance, de vous organiser pour planifier le retour en classe à l'automne. Peut-être que vous avez tellement de défis à relever que là, vous êtes centré sur la tâche et vous êtes sur le rationnel. Vous vous dites, bon, il faut faire ci, il faut faire cela et tout ça. Et il arrive parfois qu'avec vos collègues, on vient pour discuter ou avec vos élèves, on discute, on dit un argument à notre collègue pour convaincre de notre idée. Et là, notre collègue nous répond, puis on a l'impression qu'il ne nous a pas écoutés
Et là, il nous dit un argument. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lui redonne le même argument. Et finalement, ça finit par faire ce qu'on appelle un dialogue de sourds, hein, parce qu'on a l'impression que personne ne comprend personne et qu'on n'avance pas et que pourtant, on a l'impression qu'il faudrait avancer rapidement, mais on ne se comprend pas bien. Mais quand ça se produit, souvent, en fait, ce qui se produit, c'est qu'en arrière-plan, il y a des sentiments et des émotions qu'on ne considère pas, mais qui viennent brouiller les cartes parce qu'en fait, ces émotions et ces sentiments-là sont au premier plan. Mais on parle de rationnel, nous, on nous donne des arguments, des contre-arguments, mais en réalité, ce qui est vraiment l'enjeu, c'est affectif. On le nommait tantôt, on a peur, on est insécure, on est incertain, ou encore on est pressé, on a le goût d'avancer. Tout ça, c'est là, mais comme on n'en parle pas, comme on ne le nomme pas, comme on ne le considère pas, mais ça vient brouiller nos cartes, ça vient brouiller nos conversations, nos dialogues, n'arrivent pas à se faire de façon harmonieuse. Comment on peut faire pour composer avec les émotions? Comment on peut faire pour gérer ces sentiments et ces émotions qui sont présents? Bien, les chercheurs en psychologie le nomment de différentes façons. Moi, je le nomme comme... Moi, je me base beaucoup sur mon expérience de formateur, comme conseiller pédagogique. J'ai utilisé ces stratégies-là qui ont vraiment fonctionné. Je me suis inspiré. Mais je sais qu'en psychologie, ce n'est pas toujours ces termes-là qu'on utilise. Mais moi, je vais vous les nommer comme ceci. Première chose à faire, c'est de nommer les émotions, les sentiments qui sont en présence. Hein? Si on arrive à ce que nos collègues ou nous-mêmes, on arrive à nommer qu'on se sent dépassé ou on est craintif, qu'on a peur ou encore au contraire, moi, je me sens en confiance, j'ai le goût d'avancer, je suis pressé, je suis vraiment volontaire, j'ai le goût. Ces sentiments et ces émotions-là qui sont présentes, si on n'en parle pas, si on fait comme elles n'existaient pas, mais c'est comme si on fait un déni de réalité. On ne veut pas voir les réalités qui sont là. Alors, juste d'être capable de nommer, mais ça, c'est pas simple, hein, parce que je ne peux pas imposer à l'autre l'émotion que moi, je pense qu'il a. Il faut que j'amène l'autre tranquillement dans le dialogue, dans l'ouverture, à lui manifester, à lui permettre de nommer, ou moi, à nommer comment moi, je me sens. Et c'est tout aussi important d'être conscient de soi-même, ce que l'on a, ce que l'on vit, ce que l'on ressent, que ce que les autres peuvent ressentir. Parce que des fois, on pourrait penser que c'est juste l'autre qui a peur, c'est l'autre qui ne veut pas avancer, c'est l'autre qui est dépassé. Moi, je ne le suis pas, mais moi, j'ai peut-être d'autres sentiments, d'autres émotions qui viennent brouiller si je me sens pressé, si je me sens frustré par la situation dans laquelle je vis. Mais ça se peut que ça vienne jouer sur notre relation, mais ça fasse en sorte que on n'est pas capable ensemble d'avancer. Donc, ce qu'on a besoin de faire dans un deuxième temps, c'est de reconnaître. Reconnaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que Tina Montreuil, qui est une chercheuse en psychologie, en éducation à l'Université McGill à Montréal, elle dit, ce qu'elle nomme, elle nomme comme ceci, elle dit, c'est de normaliser les sentiments et les émotions. Normaliser dans le sens de dire qu'ils sont normaux. C'est normal de ressentir des émotions comme celle-ci. Un peu ce que j'ai fait avec vous en début, là, quand je vous ai présenté plein d'images, je nommais plein d'émotions qu'on pouvait ressentir et je disais que c'était normal de ressentir ces émotions-là. Le fait de reconnaître que ces émotions-là sont là, ça les légitime, c'est légitimer, excusez-moi, le fait qu'on ressente ces émotions-là. C'est tout à fait normal de sentir ces émotions-là. On n'a pas à avoir honte ou à être fier ou peu importe. C'est là, les émotions, on ne peut pas les empêcher d'émerger. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est avoir un certain contrôle sur nos émotions. Et donc, ça, si on est capable de les nommer, de reconnaître comme étant légitimes, ça peut nous permettre de les prendre en compte ensuite, c'est-à-dire de trouver des solutions qui vont permettre de répondre aux besoins, aux défis, aux difficultés qui sont sous-jacents à ces émotions, qui font émerger ces sentiments et ces émotions-là. Mais si on ne les a pas nommés, si on ne les a pas reconnus, on ne peut pas les prendre en compte. Donc, c'est très important de les nommer, d'être capable de mettre comme on dit au Québec, nous, de mettre le doigt dessus, d'être capable de dire, ah, c'est ça qu'on ressent, c'est ça qu'on vit. Donc, si je suis capable de nommer, reconnaître, bien, on peut les prendre en compte. Et si on est capable de les prendre en compte, bien, ça va nous permettre de ramener le rationnel au premier plan et d'avoir un vrai dialogue. Là, on va sortir d'un dialogue de sourds parce qu'on va comprendre pourquoi l'autre exprime ce qu'il exprime. Ses idées viennent de où? Elles sont liées à ce qu'il ressent, à ses besoins, à ce dont cette personne-là a besoin et peut-être à ses défis ou à ses difficultés que cette personne-là rencontre. Donc, deuxième élément, la dimension affective.
Que retenez-vous? On prend encore 2 minutes pour revenir sur la dimension affective. Que retenez-vous de la dimension affective? On va essayer de faire ça un petit peu plus court cette fois-ci. Donc, le clavardage, la notation, c'est le moment. Qu'est-ce que vous retenez de la dimension affective? Qu'est-ce que ça vient jouer dans ça? Alors, c'est parti. À vous la parole. Empathie affective. Oui, avoir de l'empathie. Oui, c'est très important ce que tu nommes le RIFAI, oui, RIFAI, parce que l'empathie, ça doit être authentique. On ne peut pas simuler de l'empathie. On ne peut pas faire semblant d'être empathique. Mais comment on peut émerger de la vraie empathie? C'est en étant à l'écoute des sentiments de l'autre, mais de ses propres sentiments, ses propres émotions. Si on arrive à être à l'écoute de ses propres sentiments, de ses propres émotions, on va peut-être être en mesure de reconnaître celles des autres et manifester une réelle empathie. Mais si on n'a pas, si on fait juste semblant, si on fait juste dire des mots pour dire oui, ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est beau, je te comprends, mais si ce n'est pas empreint d'authenticité, ça ne pourra pas être de la vraie empathie. Hein? Donc, on a besoin de nommer les émotions et amener l'autre à nommer ses émotions. Oui, oui, c'est vraiment important, ces éléments-là. Donc, oui, faire preuve d'empathie, vraiment se mettre dans les baskets de l'autre, comme dit Yannick, tout à fait, très intéressant. C'est vrai, vraiment ça. L'empathie, c'est être capable de se mettre dans la peau de l'autre ou dans les baskets, oui. Donc, oui, accueillir les émotions, accueillir ses propres émotions, ça aussi, ça a l'air simple, mais c'est peut-être parfois plus difficile encore que d'accueillir les émotions de l'autre. C'est d'être au clair avec ses propres émotions. On voit des fois les émotions chez les autres, les sentiments chez les autres. On ne les voit pas toujours chez soi-même. Si on arrive à les reconnaître, on va peut-être aussi être en meilleur contrôle sur ses propres émotions, sur ses propres sentiments, se trouver des stratégies, des solutions. On peut aussi mutualiser nos solutions parce que quand on arrive à partager ce qu'on a vécu, ce qu'on ressent, mais on peut peut-être se rendre compte qu'il y a d'autres gens qui ont vécu, qui ont ressenti, qui ont vécu les mêmes défis et qui peuvent peut-être eux aussi avoir trouvé des solutions qu'on peut partager avec les autres et qui vont permettre que oups, je vais laisser les autres contrôler aussi. Là. Il y a quelqu'un qui a le contrôle sur ma souris, on dirait. Donc, je vais... Est-ce que c'est ça? Est-ce que Jérôme, peux-tu m'aider un peu? Oui, qu'est-ce qui se passe? T'as plus Je pense, oui, on dirait que j'ai perdu le contrôle. Attente pour contrôler votre écran. Non, ça va, ça va. Je pense que c'est replacé là. Ouais. Donc, j'ai dû accrocher un bouton. Désolé, vraiment désolé pour ce petit impair. Alors, merci beaucoup de votre partage, vraiment très intéressant de voir tout le partage que vous avez fait. Merci d'être fait par erreur. Ah oui, il n'y a pas de souci, Kinda. Aucun problème, Kinda, oui, c'est ça. OK. Donc, je vais faire une capture d'écran de ce que vous venez de partager. Dimension affective, très important hein, de prendre en compte ceci parce que ça joue un rôle important, notamment dans la situation que l'on vit actuellement à l'échelle planétaire, dans nos classes, à distance avec nos élèves. La dimension affective, elle est très présente. Et si on ne la prend pas en compte, bien, ça risque de nous jouer des tours. Donc, 2 éléments très, très importants. Je sauvegarde, je fais une capture d'écran de ce que vous avez mis. J'efface les annotations de tout le monde. Désolé pour votre travail que j'efface, mais je l'ai sauvegardé. Alors, on va pouvoir le garder en mémoire. Ne vous en faites pas. On va donc poursuivre avec les 9 principes. Donc, je vous ai parlé des concepts théoriques, hein? Le fonctionnement du cerveau et les dimensions socio-affectives. Vous allez voir, ça va nous aider à mieux comprendre les 9 principes qu'on va voir. En fait, pour les 9 principes, moi, depuis 2 mois, j'ai publié 2 textes. Un sur éducation de l'urgent à l'important, parce qu'au moment du début du confinement, il y avait plein de gens qui, à mon avis, avaient tendance à utiliser leur sentier bien tracé et se lancer rapidement dans des actions qui n'étaient peut-être pas tout à fait adaptées à la nouvelle situation. Alors, j'ai aussi, par la suite, un mois plus tard, publié un autre article qui s'appelle « Apprendre à distance, 9 principes pour inspirer les actions en éducation ». C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Ça va être principalement de ces 9 principes qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Merci, merci Jérôme voilà. de partager les ressources, de partager les liens dans le clavardage pour que tout le monde ait accès à ces articles. Donc, si vous voulez, vous aurez la chance de les relire par vous-même par la suite. Allons-y avec le premier.
le premier principe, moi, j'ai pensé mes principes, je vous le dis tout de suite, un peu à la manière de la pyramide de Maslow. On connaît tout le monde en éducation, la pyramide de Maslow, les besoins. Si on ne répond pas aux besoins de base d'un individu, c'est besoin de vie essentielle. On ne pourra pas ensuite de ça faire fonctionner son cerveau, ainsi de suite, jusqu'à la réalisation. Les principes, j'essaie de les penser un peu de cette manière-là. C'est sûr que ce n'est pas rigide. Il y a peut-être des allers-retours entre mes principes, mais disons qu'on peut imaginer que les principes qui sont à la base, on ne peut pas penser qu'on va pouvoir travailler les autres principes si on n'a pas d'abord travaillé les principes qui sont à la base. Premier principe, donc, maintenir la relation. Alors, plusieurs d'entre vous, si vous êtes encore à distance ou si vous êtes déjà retourné en déconfinement dans vos classes avec vos élèves, vous avez eu une période de confinement où vous avez peut-être pris le temps d'entrer en relation avec vos élèves, même si ce n'était que pour prendre de leurs nouvelles, leur demander comment ils vont, ce qu'ils vivent, comment ils se sentent. C'est vraiment très, très important. Moi, je sais que dans les médias au Québec, il y a des journalistes qui décriaient, bon, ça va faire juste faire du bavardage, là. Il faut vraiment passer à l'apprentissage. Mais en fait, ce qu'on sous-estime, c'est peut-être ces journalistes qui peut-être ne connaissent pas bien l'éducation, c'est que cette relation-là, c'est la base. Hein. On a l'équipe de Lee Arvizet à l'Université du Québec à Montréal qui ont la chaire de recherche de l'UNESCO en développement circulaire qui se sont intéressés aux impacts de l'apprentissage en contexte par exemple, de guerre où les élèves sont parfois absents de l'école pendant des semaines, voire des mois. Et ils se sont rendus compte que la relation avec l'enseignant était fondamentale. Et donc, ce nous, on appelle parfois au Québec l'effet enseignante ou enseignant était primordial. Donc, le rôle que vous jouez, vous, comme enseignante, nous qu'on joue comme enseignante ou comme enseignant, il est fondamental. D'établir une relation avec nos élèves, c'est primordial. Si on ne fait pas ça, si on ne prend pas le temps de faire ça, on risque de passer à côté. Et j'ai eu plein d'exemples, là, moi, au Québec, de gens qui me témoignaient, qui essayaient de donner de la formation à distance avec leurs élèves, mais sans prendre le temps de maintenir, nourrir la relation qui existait peut-être déjà avant qu'ils soient en confinement. Bien, ils ont des grandes difficultés de gestion de classe, des grandes difficultés d'engagement. Les élèves ne sont pas engagés. Alors, si on veut éviter ça, c'est vraiment important parce que cette relation avec l'élève va faire en sorte que nos élèves, nos apprenants vont avoir le besoin ou le goût de s'engager, de vouloir travailler. Et donc, ils vont pouvoir vraiment arriver à réaliser des apprentissages. Et en même temps, cette relation-là que vous établissez avec vos élèves, si vous êtes à distance, elle vous permet de dresser le portrait de leur disponibilité. Quelle est leur réelle disponibilité à l'apprentissage? À la maison, est-ce qu'ils sont dans un contexte où il y a du calme? Est-ce qu'ils sont capables de fonctionner? Est-ce qu'ils ont un horaire déboussolé? Est-ce qu'ils sont requis pour aider à des tâches qu'ils n'avaient pas habituellement, etc., etc.? Donc, tous ces éléments-là sont fondamentaux si on veut réaliser des apprentissages avec nos élèves. Deuxième niveau de la pyramide, prendre soin. C'est sûr que c'est directement lié au premier niveau de maintenir la relation parce que prendre soin, ça vient avec notre élément de l'affectif qu'on nommait tout à l'heure. Faire preuve d'écoute, d'empathie, de normaliser les sentiments des émotions. Si nous, comme adultes, on vit plein de sentiments d'émotions, c'est la même chose pour nos élèves. Eux aussi, ils vivent toutes sortes d'émotions en dents de scie. Alors, il faut en tenir compte. Il se peut que leur comportement ne soit pas toujours adéquat, mais peut-être que ce comportement inadéquat est le reflet de ce qu'eux ressentent, de ce qu'eux vivent. Si on ne fait pas preuve d'écoute, d'empathie envers ce qu'eux vivent et ressentent, on ne pourra pas en tenir compte. Il faut aussi se dire que ces émotions, ces sentiments-là peuvent évoluer dans le temps. Ce n'est pas parce qu'on a pris le portrait aujourd'hui que demain, ce sera la même chose ou après-demain. On a besoin de tenir compte de tous ces éléments-là si on veut pouvoir soutenir nos élèves. C'est donc à renouveler chaque fois. On ne peut pas dire « j'ai pris soin ». Cocher la case, c'est fini, on peut passer à un autre appel. Non, ça ne fonctionnera pas. On a absolument besoin de le faire sur une base très régulière. Ensuite de ça, ajuster les attentes. J'ai une collègue moi, je voulais écrire au départ baisser les attentes, mais en fait, une collègue qui m'a dit ajuster parce que ce n'est pas toujours baisser les attentes. Parfois, c'est les modifier, c'est les faire autrement, c'est voir les choses sur un autre angle. Oui, je suis d'accord, mais souvent, ça veut dire baisser les attentes. Baisser les attentes parce que en contexte de distance, en contexte de changement, notre cerveau a de la difficulté à bien fonctionner. C'est à peu près
pas possible de croire que tous nos élèves, tous nos apprenants seront capables de réaliser les mêmes apprentissages qu'à l'habitude. Donc, on a besoin de baisser les attentes, de baisser ce niveau d'attente pour que nos élèves soient capables de s'engager et de réaliser de vrais apprentissages. Baisser les attentes, ça peut aussi vouloir dire baisser les attentes envers les parents qui sont à la maison, si c'est votre cas, si vos parents sont à distance, ou encore si les parents ont accompagné les élèves qui ont passé une journée à la maison et qu'eux sont peut-être surchargés, sont en télétravail, ne sont pas tout à fait disponibles à la maison. Donc, être aussi indulgent envers les parents, mais aussi envers vous-même comme enseignante ou enseignant. Peut-être que nous, les enseignants, on a la passion de ce qu'on fait. On veut tellement que nos élèves réussissent, qu'ils apprennent, que des fois, on se met énormément de pression sur nous-mêmes. Mais peut-être qu'on peut aussi, par rapport à soi-même, baisser ses attentes. Ça va nous aider à être plus à l'aise et à peut-être faire les meilleurs choix, les meilleures interventions. Donc, ajuster nos attentes. Troisième niveau. Quatrième niveau de la pyramide, donner confiance. Ça aussi, c'est vraiment, vraiment très important. Beaucoup de recherches, entre autres les recherches menées par Bandura, un Américain, sur ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Ça a été repris au Québec, nous, par une chercheuse, Thérèse Bouffard, qui a publié sur ça. Si vous intéresse, vous pourrez aller voir ça. C'est vraiment fondamental, hein, parce que les recherches qui ont été faites ont démontré que par-dessus pratiquement tous les facteurs de motivation à l'apprentissage, puis de réussite dans les apprentissages, l'un des facteurs qui est le plus important, c'est le fait de croire que l'on est capable de le faire. Donc, si je crois que tu es capable d'apprendre, si j'ai tellement confiance en toi, si j'arrive à te donner confiance à ce point que tu vas réaliser un apprentissage, bien, il y a de grandes chances que tu réalises l'apprentissage. Donc, si on croit qu'on est capable de le faire, ça va être important. C'est la même chose, par exemple, si on est direction d'établissement, si on croit à notre personnel, si on leur fait confiance, si on leur donne pleine confiance, ils vont réaliser des choses que peut-être eux-mêmes ne croyaient pas capables de faire. Bien sûr, là, ça, ce n'est pas magique. Hein? Il n'y a pas de magie derrière ça. C'est aussi lié à ce qu'on sait sur la zone proximale de développement de Vygotsky, là, qui date de déjà un siècle derrière nous, qui nous dit que c'est d'être capable de trouver le défi juste, donc assez, mais pas trop grand pour nos apprenants. C'est ça qui va faire qu'ils vont être capables de relever, de faire une réussite et donc de gagner confiance en eux pour relever le prochain défi. Donc, très, très, très important de croire en eux, de croire en leurs capacités. Maintenant, le cinquième principe, c'est cibler des actions. Là, ici, j'ai dû m'inventer. Hein? Je vous disais tout à l'heure que notre cerveau doit fonctionner autrement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de partir de choses qu'on connaissait et je les ai mobilisées différemment pour essayer de voir comment ça pourrait éclairer. D'ailleurs, je me suis basé sur un modèle qui s'appelle la réponse à l'intervention. Si vous voulez en savoir plus, si vous ne connaissez pas ce modèle-là, vous avez un lien. Jérôme va vous partager le lien vers la réponse à l'intervention. Ce modèle, ce qu'il dit, grosso modo, c'est que 80% en temps normal, dans une classe régulière, si on a des pratiques efficaces d'enseignement, 80% de nos élèves vont réaliser les apprentissages sans trop de difficultés. Il va nous rester un 20% d'élèves qui vont avoir besoin de soutien un peu plus accru. Dans ce 20%, il y en a une tranche de 15% avec des mesures d'adaptation, un peu de récupération, un peu de soutien supplémentaire. Ils vont réussir leurs apprentissages, mais il va nous rester toujours un 5% d'élèves qui, malgré toutes ces interventions-là, vont avoir besoin de soutien accru, une orthopédagogie, un spécialiste, un professionnel qui va venir accompagner l'élève, faire de la rééducation, aller plus loin. Donc, ça aussi, ça, c'est en contexte réel, habituel de classe. Dans un contexte où on est à 1 mètre ou à 2 mètres de nos élèves en classe, ou encore qu'on est en apprentissage à distance, bien, ça peut vouloir dire que ça va changer. Alors, moi, j'ai séparé la pyramide en deux. Première moitié sur les conditions d'apprentissage à la maison. Je me suis fié sur un... Là, on parle de la réalité au Québec. Je ne peux pas parler de la réalité ailleurs, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Je n'ai aucune idée quelles sont vos réalités. Mais disons moi, je suis basé sur des données qu'on avait au Québec qui disaient que 98% des familles avaient accès à Internet. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est quelle qualité d'Internet, mais aussi il y a d'autres facteurs dans les conditions. C'est pour ça que je me suis donné 3 éléments à observer pour savoir quels seraient les facteurs qui permettent de dire quelles sont les conditions d'apprentissage à la maison. Bien sûr, il y a l'accès à des technologies adéquates et à une connexion Internet de bonne qualité. Mais il y a aussi la possibilité de s'isoler, d'être capable de s'isoler dans un endroit pour travailler dans le calme, dans la paix, mais aussi avoir le soutien d'un adulte qui peut répondre à nos interrogations, qui peut nous aider, nous soutenir. Donc, plus ces conditions-là vont être
va se détériorer, plus on risque d'avoir des impacts négatifs sur l'apprentissage de nos élèves. Donc, on peut imaginer que les élèves pourraient se retrouver dans le haut de la pyramide parce qu'ils n'ont pas de soutien d'adultes, ils n'ont pas de lieu pour se concentrer, ils sont nombreux dans un petit espace et ils n'ont pas accès à des technologies soit très désuètes ou encore une connexion Internet quasiment nulle. Donc, voyez-vous que ça peut être des facteurs. Si vous avez contact avec vos élèves à la maison, dresser ce portrait-là, ça peut vous aider à ajuster vos actions que vous allez mener dans la classe à distance avec vos élèves. Même chose dans la classe, on pourrait se poser la même question, quelles sont les conditions, quels sont les facteurs qui vont aider mes élèves à se concentrer. Au Québec, on a dû, par exemple, réduire le nombre d'élèves par classe. Bien, c'est un facteur qui aide ça parce qu'on est moins d'élèves à s'occuper. Par contre, nos élèves ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas se déplacer, ça vient alourdir la tâche, ça vient rendre difficile le contexte d'apprentissage. Les élèves peuvent devenir parfois plus irritables ou plus difficultés à se concentrer. Donc, ce sont des facteurs qui pourraient s'appliquer aussi en contexte de déconfinement en classe, en retour à la classe. Si on reprend, bien, la deuxième côté, c'est la pyramide des difficultés d'apprentissage. C'est plus proche du vrai modèle, du modèle original de la réponse à l'intervention. Donc, nos élèves qui sont dans le bas de la pyramide vont avoir de la facilité, devraient être capables, malgré toutes ces difficultés-là, trouver des façons de s'ajuster et de relever les défis qui se présentent à l'apprentissage à distance ou au déconfinement dans la classe. Mais il y en a un certain nombre, on sait, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui auront plus de difficultés, donc besoin de plus d'aide. Ce qui est vraiment intéressant, c'est si on combine ensemble ces deux données-là et qu'on met dans un même tableau. Et là, on va se rendre compte que là, c'est plus 80 de nos élèves qui sont dans des conditions idéales d'apprentissage. C'est peut-être juste 20, 30, 40, 50 de nos élèves qui vont se trouver dans une situation idéale pour l'apprentissage. Parce qu'il y a peut-être des élèves qui n'ont pas de difficulté d'apprentissage, mais qui n'ont par contre pas de conditions d'apprentissage. Au contraire, on a peut-être des élèves qui ont beaucoup de difficultés, mais qui ont malgré tout des conditions pas si mal, qui vont réduire leurs difficultés parce que leurs conditions sont pas si mauvaises. Mais si on combine à la fois difficultés d'apprentissage et mauvaises conditions d'apprentissage, bien là, vous imaginez, ces élèves-là, doivent être dans nos priorités d'action. On doit cibler des actions plus précises et mettre ensemble nos efforts communs pour aider ces élèves-là de façon particulière. Si on les échappe parce qu'on se sent débordé par la logistique, par l'organisation, par toutes les autres considérations, mais nos élèves vont en payer un cher prix et ce n'est pas ça qu'on veut, personne en éducation. Donc, cibler des actions, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire qui va faire quoi pour aider nos élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. Donc, cibler des actions, 5e principe. 6e principe, choisir des technologies connues. Si vous êtes à distance, bien, que vous avez entré en contact avec vos élèves, peut-être que vous avez sûrement déjà un bout de fer là-dedans, peut-être que c'est déjà commencé, vous avez peut-être déjà commencé par des technologies connues. Mais si jamais vous avez besoin de vous approprier de nouvelles technologies, ce qui est utile de faire, c'est de se réseauter, c'est de travailler en commun, de développer du réseautage pour être capable de trouver des façons de développer notre intelligence collective. Puis, si on a à fournir des technologies à nos élèves qui sont restés à la maison, bien, on est mieux de choisir des technologies qui vont être simples, efficaces et sécuritaires, comme des tablettes, comme des Chromebooks, par exemple, qui sont des technologies faciles à déployer et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts. Donc, ça va aider à faire en sorte qu'on va pouvoir peut-être relever mieux ces défis-là. Donc, 8e principe, non pas 8e, mais 7e principe plutôt, prendre en compte des considérations éthiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment très important de faire la distinction entre l'éthique et la morale. Au Québec, on a fait cette distinction-là. Certains édiciens vont nous dire qu'il n'y a pas de différence, c'est juste nos représentations qui sont différentes. Ça va, d'accord, mais pour nous, au Québec, je peux vous dire qu'il y a une grande différence entre faire de la réflexion éthique et faire la morale à quelqu'un. Alors, quand je fais de la réflexion éthique, on va prendre une distance par rapport à des problématiques éthiques, puis on va chercher ensemble des solutions pour résoudre ces problèmes-là. Quand on fait la morale, bien, on a un problème qui pose des questions éthiques, mais on dit à l'autre quoi faire. On est bon en éducation pour faire la morale à nos élèves. Puis d'ailleurs, il y a plein d'enseignants qui aiment ça, se faire la morale, hein, se faire dire quoi faire. Non, 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 pas du tout. Aucun enseignant n'aime se faire dire quoi faire. Hein? On veut plutôt être en mode solution, c'est-à-dire être ensemble à réfléchir, à trouver des solutions à des problèmes que l'on rencontre. Et c'est la même chose pour nos élèves. Si on fait juste leur dire quoi faire, on leur impose des règles, mais
tout ce que nos élèves risquent de faire à distance, c'est de chercher des façons de les contourner. Et comme on n'a plus les mêmes outils qu'on a habituellement en classe pour leur faire peur ou les contraindre, bien là, on risque d'avoir beaucoup de défis, beaucoup de difficultés. Alors, peut-être qu'on peut trouver de nouvelles façons, c'est d'impliquer davantage nos élèves, c'est-à-dire réfléchir, mais surtout faire réfléchir. Et ça, ce que ça veut dire, c'est de ne pas transmettre mes craintes, mais plutôt d'amener mes élèves à réfléchir sur les défis auxquels on est. Alors, plutôt que de leur dire, par exemple, je ne veux pas que vous fassiez de capture d'écran, je vous interdis d'en faire parce que je ne veux pas me retrouver sur TikTok la semaine prochaine en train de faire une danse que je n'avais pas pensé. Mais là, si vous dites ça à vos élèves, bien, il y a bien des élèves qui n'avaient peut-être pas pensé, mais qui vont se mettre à le faire, à faire une capture d'écran vidéo parce que vous venez de leur donner votre peur. Ils vont se servir de votre peur pour s'amuser, pour rire. Alors, peut-être qu'on a mieux, c'est préférable de plutôt les amener à réfléchir. On a un outil extraordinaire qui nous permet de faire de la visioconférence, d'être ensemble, de se revoir. Quels sont les défis qui sont liés à ça? Quelles sont les problématiques qu'on pourrait rencontrer? Quelles sont les solutions qu'on peut se donner pour relever ces défis-là? Et tout le monde est gagnant. Et vous allez voir, vos élèves vont eux-mêmes établir des règles et ils vont beaucoup plus être enclins à les respecter parce que ça va devenir leurs règles et non vos règles. Donc, très important. Réflexion collective sur l'éthique, tout à fait, Julie. C'est fondamental si on veut avoir des réussites et si on veut éviter les problématiques de gestion de classe. Adapter la durée des rencontres, ça c'est aussi important. On a tendance parfois à reproduire les horaires qu'on a en classe alors que c'est vraiment pas gagnant. On est mieux d'aller avec des situations, des périodes courtes, peu d'élèves à la fois, modulés selon l'âge et les besoins. Avec ma conjointe, par exemple, on a proposé un horaire adapté au déconfinement pour avoir des récréations de 30 minutes dans la journée au lieu des 15 minutes comme on a habituellement et faire une modulation différente parce qu'on est dans une nouvelle situation. C'est un exemple, mais tout ça, c'est juste pour vous dire que ce qu'on a besoin, c'est de sortir de nos sentiers. Hein? Le fonctionnement du cerveau veut nous amener dans nos manières de faire, mais si on continue à distance de faire comme on fait en présence, on va vraiment rencontrer des nœuds importants et on n'arrivera pas à relever les défis qu'on a à relever. Donc, fixer une date, oui, travailler en équipe, se donner des solutions en équipe pour relever les défis qu'on a à faire, c'est vraiment des solutions gagnantes. Faire équipe pour adapter, travailler en équipe, mais aussi faire preuve de flexibilité. Dernier élément, ça veut dire quoi faire preuve de flexibilité? Bien, ça veut dire, par exemple, d'offrir des choix à nos apprenants. Par exemple, si on a une tâche à réaliser, leur offrir différentes avenues de la réaliser, la tâche. Des modalités. On peut avoir une tâche, vous devez y consacrer tant de temps, mais vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Ça peut être tel moment, vous choisissez le moment, mais vous avez une échéance. Ça doit être jusqu'à tel moment. Vous pouvez aussi avoir des manières différentes de faire la tâche. Je veux un résultat X, Y, Z à la fin, mais je veux, dans la façon de faire, vous pouvez faire des choix. Des défis ajustés aussi. Plutôt que de faire des tâches moyennes, difficiles, faciles pour des élèves qui sont complètement différentes, on a une même réalisation de tâches à faire, mais avec des défis différents. Puis on peut même inviter nos élèves à choisir le défi qui est à la propre taille, à leur taille, pour qu'eux soient motivés à relever un défi, mais qu'il ne soit pas trop grand pour eux. Et si on en a besoin, on peut les challenger. Si on trouve que nos élèves ne se choisissent pas un défi suffisant, on peut peut-être leur donner cette chance-là. Et respecter les rythmes, tout à fait, Rachid, absolument. Donc, c'est ce principe-là. J'avais prévu un temps pour faire un retour sur les principes, mais l'heure est déjà écoulée. Alors, je vais passer tout droit cette partie-là. Je vais plutôt vous amener tout de suite vers le partage parce que, écoutez, ça fait, je pense, c'est la 7e ou la 8e fois que j'anime cette formation-là. J'ai proposé à mes participants des documents collaboratifs. Alors, choisissez n'importe lequel de ces documents-là, c'est plus ou moins important. Et en fonction du rôle que vous jouez dans l'école ou que vous voyez que d'autres peuvent jouer, je vous invite à aller compléter. Tout à l'heure, on va terminer l'atelier. Et si vous avez le loisir, je vous invite à aller visiter toutes ces pages-là. Vous allez voir, il y a tellement d'idées qui ont été partagées par des participants que j'ai eus au colloque de la COPS, au sommet du numérique en éducation et dans les rendez-vous du Récit qu'on a eus les 2 dernières semaines. Vraiment beaucoup d'idées. Et je vous invite, ce sont des documents collaboratifs. Vous pouvez donc ajouter vos propres idées, vos propres propositions pour enrichir le document, les différents documents qui sont là. Moi, je les avais regroupés par clientèle en niveau scolaire. Ça ne correspond peut-être pas à chez vous. C'est plus ou moins important. L'idée, c'est qu'on ne soit pas trop de personnes en même temps dans un même document collaboratif. Alors, je vais vous inviter à prendre le temps d'aller compléter, si vous le voulez, ceci. Si jamais vous souhaitez obtenir une copie de ma présentation, si vous avez un compte Google, vous pouvez utiliser le lien monurel.ca/soutenir MLF
ça devrait vous amener vers un lien qui vous invite à vous créer une copie du document. Donc, ça va vous demander de vous connecter à votre compte Google, si vous en avez un, et donc à vous créer cette copie-là. Et à partir de là, vous pourrez soit le télécharger dans un autre format, PDF ou tout ça, et ça vous permettrait de réutiliser. Ce que je fais est libre de droit, donc si vous voulez le réutiliser, utiliser des parties de ce que j'ai présenté avec vos collègues dans votre milieu, c'est bien libre à vous. Vraiment, le réseau du récit, on est financé par des fonds publics et on a à cœur de rendre disponible et de rendre libre les productions que l'on fait. Donc, c'est vraiment libre. Vous pouvez l'utiliser. C'est sous licence Creative Commons attribution. Donc, vous avez la licence qui est décrite à la première diapo. Vous pouvez vous en servir. Si vous souhaitez maintenant, je vous invite peut-être à nous émettre vos commentaires, vos questions. S'il y en a qui ont des questions, moi, je ne suis pas pressé. Je sais que l'heure est écoulée. Je vous remercie de votre attention très grande tout au long de la présentation. Bravo, vous pouvez être fiers de prendre en main votre formation continue, votre formation professionnelle. C'est vraiment très, très, très riche pour vous. C'est garant de la qualité de ce que vous allez faire avec vos élèves. Bravo. Merci de vos commentaires. Vous pouvez les écrire, vos commentaires, directement dans la diapo ou dans le clavardage, comme plusieurs l'ont déjà commencé à le faire. Merci beaucoup. Merci, Jérôme, de ton soutien au clavardage, de ton invitation, de ta confiance. Merci beaucoup. Jérôme, ton micro est désactivé. Si je disais avec plaisir. Ah oui, hein, c'est vraiment… Merci beaucoup d'avoir été avec nous. N'hésitez pas aussi à aller dans les documents collaboratifs qu'on vous a partagés. Vous pouvez les enrichir avec vos suggestions, vos idées. Merci beaucoup. Merci Martha. Merci tout le monde. Merci pour vos bons mots. Tant mieux si c'est enrichissant, si c'est pratique, si c'est concret pour vous. Merci beaucoup, c'est gentil. Un grand merci pour votre présentation collaborative, interactive, mais rythmée. Merci beaucoup, c'est gentil merci pour vos bons mots. C'est vraiment gentil. J'apprécie vos commentaires. Merci beaucoup. Michel te fait dire que demain, c'est Marcel Lebrun qui intervient. Et si tu n'es pas encore inscrit, tu es bienvenu. Excellent. Je vais mettre ça à mon agenda. Très gentil. Merci beaucoup. Merci pour vos bons mots. S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez activer votre micro ou lever la main, prendre la parole. Ça va me faire vraiment plaisir de vous entendre ou si vous avez des commentaires à émettre aussi. Je prends le temps de lire ce que vous avez écrit dans le clavardage et je prendrai le temps de relire tout le clavardage au complet Alors, aussi à la fin. Ouais, juste pour une petite intervention, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être un petit problème d'horaire avec le Maroc parce que le Maroc est à cheval là, actuellement entre la fin du Ramadan et le changement d'horaire. Alors, si vous venez juste de nous rejoindre, on est désolé. Je sais, il y a eu peut-être quelques-uns qui a eu quelques petits problèmes d'horaire. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, la conférence de Benoît a été enregistrée et elle sera prochainement disponible, comme l'est déjà celle de Thierry Carsanti sur le site mlfmonde.org. Donc voilà, si jamais par malheur vous étiez connecté une heure en retard, vous aurez quand même accès à tout ce que Benoît vient de nous partager, vient de nous dire, vient de nous expliquer. Et voilà, sur le site mlfmonde.org. Merci Jérôme. Oui. Alors, tu vois, le bouton enregistrement, il a fonctionné, là? Tu le vois activé? Oui. Oui, excellent, super. C'est enregistré en direct, donc il n'y a pas de problème. Excellent, super. Un grand merci. Merci beaucoup pour vos bons mots. Où trouve-t-on les documents partagés? Peut-être, Jérôme, tu peux redonner le lien de la présentation. À l'intérieur de la présentation, il y a tous les liens. Ah, la diapo avec… dans le diaporama, il y a donc tous les liens dont on a parlé aujourd'hui. Soutenir sont à l'intérieur. C'est ça, Benoît? Astuce, oui. Pas astuce, c'est ce que je me trouve. Soutenir MLF, oui. Donc, monurl.ca/. Soutenir MLF. C'est ça. Ça devrait fonctionner. Oui, exactement. Ça, c'est la copie, c'est pour se créer une copie. Mais si tu enlèves le C, si tu mets le lien sans le C, ça devrait donner le lien vers la présentation qui va vous donner accès à tout. Donc, quel type d'observation, Sarah? Peux-tu prendre la parole, Sarah, pour préciser ta question, que je comprenne mieux ta question? Je te permettrai peut-être de répondre un peu mieux à ta question.
Sarah. Oui. Bonsoir. Merci beaucoup. C'est juste pour être dans la pratique un peu plus juste en termes aussi d'évaluation qui est notre mission en fait, puisqu'on doit lui rapporter à l'enfant ce qu'il apprend pour qu'il puisse aller plus loin. Et pour nous être un peu plus juste, quelles activités, mais quelle façon de les observer et de faire remonter du coup des éléments justes pour l'évaluer. Je vais juste dire ce gros mot, mais bon, voilà. Oui, ben en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu nommes, Sarah, je m'excuse, je me permets de te tutoyer, ça te va. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu nommes, c'est ce qu'on appelle la fonction d'aide à l'apprentissage de l'évaluation. Pour moi, l'évaluation, c'est inhérent à l'apprentissage. Et donc, ce qu'on a besoin de faire pour nos élèves, c'est de leur apprendre à eux-mêmes s'évaluer. C'est la mission la plus importante, selon moi, en éducation. C'est pas tant que nous, on porte un jugement sur leurs apprentissages que de les amener à eux devenir autonomes dans le jugement sur leurs propres apprentissages. Parce que si on arrive à les autonomiser dans leur évaluation, c'est là qu'on aura fait le plus œuvre utile parce qu'ils seront capables toute leur vie de réaliser des apprentissages. Donc, ce que tu nommes, c'est vraiment important. C'est pour ça que je pense que ce qui est important, c'est qu'on a besoin d'être clair sur nos intentions d'apprentissage. Si on veut que nos élèves deviennent autonomes dans les apprentissages, on a besoin d'être très au clair avec ce que l'on veut que l'élève arrive à faire comme apprentissage et donc qu'il voit les tâches qu'on lui donne comme des moyens pour lui permettre de relever ce défi-là, de réaliser les apprentissages, d'atteindre les intentions pédagogiques. Donc, au terme de l'apprentissage, qu'est-ce que mon élève sera en mesure de faire? Si mon élève est capable de dire au terme de l'activité, je serai en mesure de, et qu'à la fin ou tout au long de son apprentissage, il arrive à nommer ce qu'il arrive à faire, mais ce qu'il n'arrive pas encore à faire, mais ça va lui permettre, lui, de relever ce défi-là, de se donner les moyens de relever ces défis-là. Alors, je pense que d'impliquer nos élèves dans l'évaluation, moi, je le faisais beaucoup comme enseignant, d'impliquer mes élèves dans des grilles d'auto-évaluation, dans des temps d'arrêt où on réfléchissait, où je ne faisais pas juste une grille à remplir pour donne-moi ça pour que je te mette une note excusez, j'ai changé pour que je puisse juste donner une note sur ton apprentissage, mais que surtout, je te permette à toi de prendre un temps d'arrêt sur ton apprentissage et que tu réalises le pas que tu as fait, les apprentissages que tu as réalisés. Mais ça, c'est vrai en classe, mais c'est d'autant plus vrai si on est à distance. On a besoin qu'ils développent de l'autonomie parce qu'on n'est pas avec eux tout le temps. On ne peut pas être toute la journée en enseignement à distance. Ils ont des grands moments d'autonomie. Donc, on a aussi la nécessité de développer chez eux l'autonomisation de leurs apprentissages. Donc, je ne sais pas si, Sarah, ça répond à ta question. Partiellement, mais désolée. Et du non, coup, non, ça va peut-être, c'est pas assez concret pour toi. Quel type d'observation vous conseillez ou vous orientez ou peut-être vous modulez, vous conseilleriez pour bien moduler cette évaluation? Quand tu dis quel type d'observation, tu penses à quoi? Peux-tu me donner un exemple? Il y a la visio, il y a les devoirs rendus, il y a les photos, il y a les vidéos, il y a les audios. Voilà. Quels retours peuvent être assez justes et Ah oui, ok, je quel vois. regard par rapport à quel type? Parce que c'est ce qui est très complexe, c'est que maintenant, on est face à des tonnes de types de retours d'élèves et qu'il faut gérer ces retours et qu'il faut gérer tout l'empan qu'il y a entre le fait que sa réalisation à l'enfant est juste et qu'est-ce qui l'a amené à cette réalisation et est-ce que cette réalisation, en fait, elle est réellement juste? Est-ce qu'il arrive et est-ce que c'est par rapport à ce qu'on a évalué ou non? Enfin, voilà, ça, c'est un peu plus complexe, mais… Mais tu viens exactement de nommer ce dont tu as besoin. La question, Sarah, dans le fond, c'est de te demander comment je vais être capable d'amener mon élève à répondre aux questions que tu viens de nommer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si toi, tu arrives à trouver les questions qui vont permettre à l'élève, toi, comment tu peux me faire la preuve que tu as réalisé cet apprentissage-là? Plutôt que de t'imposer, prends-moi une capture d'écran de telle tâche, fais ci, fais ça, plutôt que de lui poser une question qu'il pourrait googler et faire un copier-coller sur la réponse, mais le responsabiliser
qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour me D'accord. faire la preuve que tu as réalisé ton apprentissage et surtout que te faire la preuve que toi, tu as réalisé l'apprentissage, qui vont te permettre de mesurer l'apprentissage que tu as réalisé. Qu'en dis-tu, Sarah? Est-ce que ça répond plus à ta question? Parce que je pense que c'est une combinaison Oui, de d'accord, traces. très très bien. En fait, j'arrive plus à envoyer des messages à tout le monde, donc je pense que vous ne voyez pas. OK, Mais très d'accord. bien, moi j'ai compris que c'est un peu, il n'y a plus de normes dans la réponse de l'enfant. Il faut qu'il arrive à transmettre ce qu'il a appris. Tout à Dans ce fait, qui a mais aussi, été- ça peut être en lui fournissant des questionnaires interactifs que lui va lui amener à se poser des questions avec un petit sondage, mais dans le but, pas nécessairement de compiler les résultats du sondage, parce que si c'est juste pour compiler le résultat du sondage, mais l'élève, il pourrait répondre n'importe quoi. Ce qu'on veut, c'est l'engager. Donc, réponds Oui, à ce bien sûr. sondage-là, et à partir des réponses que tu trouves à ces questions-là, mais essaie de me construire une réponse qui va me convaincre que tu as réalisé l'apprentissage, que Oui, tu bien l'as sûr. fait, que tu as Merci atteint ton beaucoup. objectif. Merci. 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 Ça fait plaisir, Sarah. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Oui, bonjour. Oui, Patricia. Voilà, c'est Patricia. Excusez-moi, j'ai pas mis ma caméra, sinon je passe pas au niveau de la borne. Donc, Ça je va. préfère vous entendre et ne pas vous voir. Enfin, je vous vois, mais vous ne me voyez pas. D'accord, il n'y a aucun souci. Donc, merci beaucoup de votre présence. Alors, moi, pour rebondir un petit peu effectivement sur ce que vous disiez sur l'évaluation, donc il faudrait, si je comprends bien, il faut se décentrer plutôt de vouloir évaluer les élèves et mesurer vraiment ce qu'on appelle la poutre attentionnelle, c'est-à-dire la marge qu'ils ont accomplie pour atteindre un certain degré d'autonomie et de compréhension de la tâche à accomplir. Et du coup, mais est-ce qu'il ne faudrait pas revoir aussi finalement la progression et l'avancée des élèves, c'est-à-dire comment dans le cadre d'un même cycle, entre le CE2, CM1, CM2, comment avoir une unité puisqu'on est tous dans des pratiques individuelles et presque intimes? Mais en fait, je ne connais pas bien les repères, mais j'imagine que l'Éducation nationale a fourni des repères, des guides, des politiques en évaluation, des documents. Je sais qu'au Québec, nous, on a des éléments plus généraux qui viennent de nos repères gouvernementaux sur les attentes de fin de cycle ou de fin de parcours, d'étape pendant le parcours scolaire. Et c'est ce qui nous permet de moduler la façon dont ça s'applique, parce que chacune et chacun d'entre nous, nos contextes sont variables, sont différents. Donc, ça ne veut pas dire que ça s'exprime de la même façon. Donc, c'est trouver à la fois la façon de tenir en compte une approche plus normative d'un ensemble, tout en étant capable de l'actualiser dans chacun des contextes. C'est vraiment complexe. L'évaluation en éducation, hein, c'est une des choses qui est les plus complexes. Oui. Oui, de trouver une unité dans une pratique qui est presque exceptionnelle. On n'a jamais travaillé comme ça. Et des élèves qu'on découvre autrement également. Absolument. Tout à fait. Tout est nouveau. Tout est nouveau. Tout à fait. Si on arrive à autonomiser nos élèves, on pourrait vraiment être surpris de voir à quel point nos élèves pourraient être davantage engagés. Le défi, ça va être de travailler avec ce que nous, au Québec, on appelle nos élèves à risque. Nos élèves qui n'ont pas des conditions d'apprentissage, qui ont des difficultés d'apprentissage et qui, dans un contexte de distance ou même de déconfinement, vont être complètement déstabilisés. Et c'est le plus grand des défis, c'est de dire comment, comme équipe, et là, d'arrêter de penser seulement à dire, moi, comme enseignant, si j'ai des élèves qui ont des grandes difficultés, comment je vais mettre à contribution d'autres professionnels de l'école, d'autres acteurs de mon milieu, de mon école, de ma communauté, pour aider à faire en sorte de soutenir ces élèves-là, pour faire en sorte qu'eux aussi puissent réaliser des apprentissages, parce que le risque, c'est que plus on est en période de confinement ou de situation exceptionnelle prolongée, l'écart entre nos élèves qui ont plus de facilité et nos élèves qui ont des grandes difficultés risque de s'accroître. Et donc ça, là, on va créer des écarts ou en même temps des écarts sociaux qui vont s'accroître. Donc, on veut le plus possible éviter ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de concerter nos actions d'adultes, de professionnels dans les milieux scolaires. C'est vrai. Et une autre petite question, c'est-à-dire que nous, du coup, moi, j'ai fait l'école, l'Institut, l'IUFM, en fait, en France. Et comment, nous aussi, en tant qu'enseignants,
aller vers une école qui change finalement, parce que tout ça c'est nouveau et qu'il y a un après forcément confinement et que nos pratiques elles vont forcément évoluer. Donc, quels conseils vous pourriez nous donner, nous les enseignants qui surfons sur cette vague de nouveautés en même temps que nos élèves pour toujours maintenir cette appétence, voilà, pour cette envie d'apprendre chez nos élèves et nous aussi toujours essayer d'avoir un temps d'avance pour pouvoir donner et partager. Parce que là, la situation était particulière étant donné qu'on a dû faire en même temps qu'on avait nos élèves, mais avec les vacances qui s'approchent, on va peut-être avoir un temps de réflexion. Et quel conseil vous nous donneriez pour appréhender cette rentrée en fait? En fait, Patricia, tu l'as nommé en bonne partie. La réponse à ta question, c'est de prendre le temps de s'arrêter. C'est vraiment important parce qu'actuellement, on a tellement de questions logistiques, de questions d'organisation, de questions d'appropriation de nouvelles technologies, d'éléments plus techniques qui font que souvent, on a un sentiment d'urgence, comme si on doit répondre à une urgence, mais en fait, des fois, j'ai quelqu'un qui disait dans nos services, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va mourir? Alors, quand on parle d'urgence, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui va mourir. Alors, distancer, c'est très important, mais il n'y a pas d'urgence dans la situation, même si elle nous paraît urgente, ce n'est pas une urgence, c'est important. Il y a peut-être du temps qui compte, on a besoin de reprendre le temps. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Oui. Oui, OK. Le temps est à reprendre et il est à considérer, le temps, mais de s'arrêter pour prendre cette distance-là et ensemble chercher des solutions. Et c'est pour ça les 9 principes, dans le fond, c'est que ce que je propose, c'est qu'ensemble, en équipe école, on les regarde, les principes, et qu'on se dise, OK, nous, cet élément-là, il nous éclaire, on veut s'arrêter. Je ne dis pas qu'il faut regarder les 9 principes au complet, mais peut-être parce qu'il y a peut-être des choses là-dedans que vous faites déjà, ça va de soi, on ne s'attarde pas à ceux-là. On va les regarder, puis notamment, là, je dirais, le niveau 5, là, cibler les actions. Quand on va prendre un temps d'arrêt, ça va être vraiment important de dresser le portrait de la situation pour être capable de dire quelles sont les actions prioritaires que l'on doit mettre au retour. Et penser d'avance, comme tu le dis, Patricia, le retour, on va le faire de quelle façon? On va l'orchestrer de comment, on va se soucier comment de l'affectif de notre personnel, comment on va se soucier de l'affectif de nos élèves, comment on va faire en sorte de ne pas juste penser de la logistique ou de l'organisation, mais qu'on pense aussi aux êtres humains, qu'on prenne le temps de tenir compte, de faire preuve d'empathie, de bienveillance, de se soucier des personnes qui sont dans la situation. Donc, ça va être, se prendre ce temps d'arrêt, c'est à mon avis la clé la plus importante, parce qu'actuellement, je vois aller beaucoup, un peu partout, je ne sais pas si c'est votre cas, mais chez au Québec, quand je regarde, là, les gens ont peu le temps de s'arrêter. Ils sont dans l'urgence d'agir, de répondre à la situation. Mais en fait, on est peut-être dans l'empressement, mais on peut prendre le temps de s'arrêter pour faire des choix. Puis surtout, si on revient à l'idée du fonctionnement du cerveau, essayer de tourner notre caméra, de passer du mode portrait au mode paysage pour essayer d'envisager plusieurs avenues différentes. Et c'est en envisageant plusieurs avenues différentes qu'on va arriver à trouver de nouvelles avenues qui vont combiner les sentiers que chacune et chacun d'entre nous, on a déjà tracés un peu partout. C'est en combinant nos expertises les uns des autres qu'on va trouver de nouvelles manières qui vont être une réponse plus efficace, plus adéquate à ces situations qui sont complètement nouvelles et qui vont l'être, qui risquent de l'être encore pendant des semaines, des mois, peut-être même plus d'une année, on ne sait pas. On ne sait pas la situation, quelle sera-t-elle, mais on sait que c'est un défi, un grand défi et qu'on a besoin de mettre à contribution notre intelligence collective pour y arriver. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de votre engagement, tout le monde, d'être encore là présent. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions ou des commentaires qu'ils voudraient émettre? Je vois qu'il y a encore quand même un bon nombre de personnes qui sont présentes ici avec nous. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, Barbara, on t'entend. Oui, pardon. Je suis désolée. Merci beaucoup déjà pour tout ça, parce que c'est captivant. Et je vois certains qui parlent dans le chat où je suis assez d'accord. L'essentiel est de les motiver, de trouver des activités, des entrées qui les captivent. Effectivement, moi, je voulais reparler de l'engagement, enfin, ou plutôt vous demander votre vision de l'engagement. Vous en avez parlé plusieurs fois, notamment dans les
principes, pardon. Et donc, je voulais savoir si vous pouviez préciser un petit peu la notion d'engagement des élèves dans la tâche. Oui, tout à fait. C'est vraiment une très bonne question, Barbara. L'engagement, pour moi, c'est vraiment le fait de dire que nos élèves, si on veut, je vous dirais que souvent, il est arrivé une vague il y a une dizaine d'années au Québec où on avait mis des dispositifs interactifs, hein, des tableaux interactifs dans les classes. Mais souvent, le problème, c'est qu'en éducation, ce n'est pas un tableau qu'on veut qu'il soit interactif. On veut que ce soit nos élèves qui aient des interactions entre eux. Et l'engagement, c'est un peu ça, hein, c'est de faire en sorte de créer une interaction entre l'enseignant, les élèves entre eux, pour faire en sorte qu'eux se sentent responsables de leurs apprentissages et qu'ils voient du sens. Donc, travailler sur la signifiance. Pourquoi je fais ce que je fais? À quoi ça me sert? Comment ça apporte? Mais aussi, comment j'ai du contrôle sur la situation? Quels sont les choix qu'on m'offre? Est-ce que j'ai de la possibilité de contribuer à la situation? Est-ce que moi, je peux amener mes idées? Est-ce qu'on tient compte de ce que je suis, de qui je suis, comment je suis? Donc, l'engagement, c'est complexe, c'est pas une seule chose, c'est un ensemble de facteurs qui font en sorte que notre élève va être, lui, responsable. Donc, ça a aussi un lien très grand avec l'autonomisation, hein. En anglais, on parle du mot « empowerment ». Donc, c'est se donner du pouvoir d'action sur les situations. C'est très engageant. Vous le savez comme enseignant, quand on essaie de vous contrôler, quand on vous met plein de contraintes, quand on vous empêche, quand on vous dit plein de choses que vous devez ou ne pas faire, ça touche beaucoup à votre engagement, à votre motivation à faire ce que vous avez à faire. Donc, j'aime mieux parler d'engagement que de motivation parce que parfois, on a tendance à croire que la motivation, j'ai un élève qui n'est pas motivé, je ne peux rien faire. Mais est-ce qu'il est engagé? Donc, est-ce qu'il est engagé? Est-ce que moi, j'ai mis en place des conditions qui font en sorte que lui peut s'engager ou qu'elle peut s'engager? Et donc, la motivation, ça peut avoir l'impression que parfois, je n'ai pas, moi, de contrôle sur sa motivation parce que c'est intrinsèque à l'élève. Alors que l'engagement, moi, je peux mettre en place plein de mécanismes qui vont favoriser son engagement. C'est pour ça que je parle beaucoup du mot engagement plutôt que de parler de motivation. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Barbara. Tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord. Je suis très contente que vous ayez fait la différence entre motivation et engagement. C'est ce que je voulais me préciser à moi-même, être sûre que j'avais bien compris. C'est très bien. Merci, Barbara. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je crois que j'ai vu passer quelqu'un qui disait qu'il y avait une question. Est-ce que c'était Mourad? Je n'ai pas très bien vu. Il y a beaucoup de textes, alors je n'ai pas le temps de tout lire. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient une question? Gênez-vous pas, c'est le bon moment encore. Activez votre micro, prenez la parole. Je vais vous écouter et chercher à trouver des réponses ensemble à vos réponses, à vos questions, vos questionnements. Alors, nous sommes encore 88 personnes. Bravo, vous êtes très engagés. Bonjour. Oui, Anne, je t'écoute. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour tout ça. Moi, j'aurais une question sur l'affectif. Oui. Voilà, donc moi, je suis persuadée que c'est une donnée essentielle dans l'apprentissage. Et moi, j'avoue que par visioconférence, je suis un peu perdue vis-à-vis de ça. Parce que c'est quelque chose que j'avais l'habitude de gérer en tête-à-tête avec mes élèves dans la classe. Et là, je n'y arrive pas. Du coup, je vois bien qu'il y a certains élèves qui ont plein de choses qui leur passent par la tête, mais on est toujours en petit groupe, on est derrière un écran, c'est très compliqué à gérer. Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller pour prendre en compte cet aspect-là? Parce que du coup, les enfants ne sont pas vraiment eux-mêmes quelquefois, et du coup, ils ne sont pas en phase d'apprentissage comme on aimerait qu'ils le soient. Voilà. Bien, en fait, Anne, c'est une très bonne question. D'abord, il y a plusieurs éléments qui peuvent tenir compte. Je ne sais pas quel âge ont tes élèves. Toi, tes élèves, ils ont quel âge actuellement? Alors, moi, ils sont en maternelle, ils sont en grande section, 5-6 ans. 5-6 ans, oui, ils sont très jeunes. Hein? Oui, OK, je vois. Oui, le nombre d'élèves à la fois, ça joue, hein, parce que si on est avec 15 élèves à la fois, avec des petits de cet âge-là, ça va être très difficile. Je ne sais pas, toi, tu as combien d'élèves en même temps à la fois, là? Mais je dirais que 4 ou 5 élèves à la fois. Combien? C'est des petits groupes de 5-6 élèves. 5-6 élèves, oui, OK. Mais il y a toujours cette barrière de l'écran, en fait, ce qui fait que oui, c'est pas… tout à fait. Est-ce que tu les vois, tes élèves, quand ils sont avec toi? Oui, oui, je les vois en visio, je les vois en visuel. Oui. Je dirais que même pour des petits de cet âge-là, 6, c'est peut-être nombreux. Hein? Peut-être qu'avec 2, 3 ou 4,
ça serait plus facile d'avoir des interactions. La difficulté qu'on a avec des élèves de cet âge-là, c'est qu'on ne peut pas combiner, comme ce qu'on a fait ensemble, de l'écrit et de l'audiovisuel. Ils ne sont pas encore assez, peut-être parfois, qu'ils vont être capables d'écrire un mot, mais ils ne sont pas capables d'écrire avec un... Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser le dessin. Voyez-vous ce qu'on avait devant nous aujourd'hui? Si on avait un tableau blanc, par exemple, si tu es capable d'avoir un outil collaboratif qui permet à tes élèves d'aller dessiner ou d'utiliser des étampes. Là, voyez-vous, on a des étampes de cœur, mais il y a certains outils qui permettent d'avoir des étampes différentes. Et là, par exemple, on pourrait avoir des canevas semi-ouverts. Par exemple, on peut avoir 3 dessins qui représentent des émotions différentes. On peut demander à nos élèves, bien, va mettre un cœur sur le dessin qui représente le mieux ton émotion ou ce que tu ressens, comment tu te sens. Peut-être pas le mot émotion, c'est trop complexe pour eux, là, mais comment tu te sens en ce moment, qu'est-ce que tu fais. Donc, utiliser des stratégies de ce genre-là pour être capable de mettre un mot sur ce qu'ils ressentent et ensuite de ça, de les faire parler. Et là, ils vont être plus enclins. Moi, je remarque souvent qu'en visio avec des adultes, je combine l'écrit et le visuel. Donc, je peux poser une question fermée, courte, qui se répond par un mot ou deux. Et là, après ça, je peux demander à la personne de venir préciser un peu, comme j'ai fait avec certains d'entre vous. J'ai dit, peux-tu préciser ta question? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Mais déjà, la personne est engagée parce qu'elle a écrit quelque chose. Donc, avec des petits, bien, on ne peut pas leur demander d'écrire une phrase, une idée, c'est trop complexe pour eux. Mais peut-être qu'on peut leur proposer des images, des illustrations qui représentent, qui ont un lien avec ce qu'on est en train de travailler, ce qu'on veut faire, et leur demander de faire des choix avec un outil interactif simple, donc juste une étampe, par exemple. Ça pourrait être une des façons de faire qui permettrait ensuite de ça, leur permettre de parler de ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dessiné. Ou encore, on leur demande de réaliser un dessin, de le numériser avec leur papa, maman, de l'envoyer. À partir de ça, on leur demande de nous raconter ce qu'ils ont fait, donc de se raconter. Ça va aider à faire émerger la dimension affective, je crois, mais je ne suis pas un spécialiste du préscolaire, donc de la maternelle. Je ne sais pas si, Anne, ce que je te nomme, ça fait écho pour toi. Est-ce que tu penses que c'est réalisable? Oui, ça me donne plein d'idées, donc c'est parfait. Bon, super. Tant mieux. On va tester. Ben, tu m'en feras part, tu me diras ce que ça a donné. Ça m'intéresse énormément. OK. Merci. C'est bien. Super, très bien. Merci, Anne. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient prendre la parole et poser des questions ou émettre des commentaires? Oui, c'est encore Patricia. Oui, Patricia, on t'écoute. Alors moi, c'est plutôt du côté des parents là, que je me situe, c'est-à-dire avec cette école à distance, on a dû être beaucoup plus en contact avec les parents. Et donc ça, c'est aussi Est-ce que c'est seulement moi ou on perd ta voix, Patricia? Une des cordes qu'il fallait avoir dans ce métier. Pardon? On t'a plus entendu, Patricia. Ça a coupé rapidement. Et là, on m'entend? On t'entend. Ah d'accord, donc c'était ce contact avec les parents qui était beaucoup plus présent qu'à l'accoutumée, puisque habituellement les parents déposent leurs enfants et viennent les chercher l'après-midi. Donc on a très peu de contact, mis à part le carnet de correspondance quand tout fonctionne bien. Mais on a effectivement maintenant, on a aussi cette communication parent à assurer et c'est pas toujours évident de donner un feedback sur ce retour d'apprentissage aux parents. Donc, est-ce que vous auriez quelques pistes ou quelques idées, comment rassurer un parent qui est inquiet? Absolument. C'est une très, très bonne question, Patricia. On parlait de la gestion des émotions tout à l'heure, que ces émotions-là sont à fleur de peau pour tout le monde. Elles le sont aussi pour les parents. Tu le nommes très, très, très bien. Évidemment, je te dirais que d'abord et avant tout, d'appliquer le principe de nommer, reconnaître, prendre en compte, ça va être déjà très gagnant pour aider parce que parfois, quand le parent pose des questions sur son enfant, ce qu'il a besoin, c'est d'être entendu sur ce qu'il ressent et d'être rassuré sur ce qu'il ressent par rapport aux besoins ou aux défis qui sont sous-jacents. Alors, si un parent nous dit « Oui, mais mon enfant, est-ce qu'il va être bien? Est-ce que vous allez le soutenir? Est-ce qu'il va être nanana? » Et là, si vous dites « Mais oui, je vais le soutenir. Mais oui, je vais faire ça. » Mais là, le parent, en fait, ce qu'il est en train de parler, c'est de son émotion. Mais vous, c'est possible que quand un parent vous dit ça,
ça fait, ben c'est ça, on n'a pas confiance en moi, on pense que je ne suis pas un professionnel, on pense que je n'arriverai pas à le faire. Alors moi aussi, je vis des émotions, des sentiments, et il est possible que la réponse que je donne ne soit pas celle qui va répondre aux besoins du parent. Alors, je ne peux pas deviner par cœur quels sont les besoins de tous les parents, mais on peut imaginer que des parents sont inquiets, donc ont besoin qu'on prenne en compte, qu'on nomme. Je comprends vos inquiétudes. Je comprends, c'est légitime que vous soyez, que vous soutiez des apprentissages de votre enfant. Je comprends très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour essayer de tenir compte de votre enfant. On a des parcours, on a ci, on a fait ça, on a fait ci, on est en train de faire ça. Mais si vous faites juste nommer ce que vous avez fait sans avoir d'abord nommé les émotions ou essayer à partir de ce que le parent vous nomme, de montrer votre empathie à ce qu'il ressent, à ce qu'il vit, bien, le parent risque de ne pas être à l'écoute de ce que vous allez donner comme réponse, qui est peut-être une réponse qui répondrait à la dimension rationnelle de la question, mais qui ne répondrait pas à la dimension affective de ce que ressent le parent. Mais c'est un grand défi parce que entrer dans la maison de nos enfants, parce que c'est ça qu'on fait de nos élèves, on rentre dans la maison de nos élèves à distance et on est peut-être parfois témoin de situations qui nous questionnent ou qui nous mettent dans une situation parfois de malaise ou je ne sais trop. Et donc, ce n'est pas simple, c'est vraiment complexe. Oui, on a à apprendre ensemble collectivement et moi, je suggère aussi qu'on partage entre nous, que vous ayez du temps entre collègues pour partager vos tentatives, vos réussites, vos moins bons coups et que vous puissiez apprendre les uns des autres de ce que vous faites pour tenir compte de cette relation avec les parents qui est nouvelle, qui est différente. Peut-être aussi trouver, si vous êtes capable de créer des flux de conversation par écrit avec les parents ou de circulation d'informations, si ça n'existe pas déjà, d'essayer de penser à en mettre en place qui vont faire en sorte que vous allez partager le continuum de l'apprentissage de vos élèves aux parents. Ça pourrait être des stratégies qui feraient en sorte de rassurer les parents. Donc, peut-être qu'ils ont le sentiment de ne pas être en contrôle. Ou encore, d'être capable de dire, par exemple, si j'ai un horaire qui est fait pour la semaine, si je transmets l'horaire aux parents, peut-être vous le faites déjà, là, mais donner un horaire de ce qui va se produire, avoir de la prévisibilité dans ce qui se passe. On est tellement dans de l'inconnu que si on donne des petites clés de prévisibilité aux parents, ça peut peut-être être rassurant. Ça peut tenir compte de leurs besoins d'être rassurés. Je ne sais pas si je réponds à ta question assez clairement. Parfait. Oui, si, c'est parfait. C'est en fait, je comprends, il faut les amener, il faut tenir compte de leurs émotions. C'est surtout ça. Tout à l'heure, quand vous parliez d'empathie, je comprenais, mais je ne mettais pas de situation concrète. Et là, je comprends beaucoup mieux, en fait. Ah, oui. L'empathie, elle est aussi à ce niveau-là, en fait, dans la communication avec les parents. Je pensais que c'était uniquement envers mes élèves. Ah non, c'est vraiment envers tout le monde qu'on a besoin de faire ça. Et d'abord et avant tout, envers soi-même, oui. je dirais. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vois qu'il y en a qui partagent des astuces avec les autres. C'est super intéressant. Merci beaucoup de cette intelligence collective que vous partagez. Si vous avez la chance de l'ajouter dans les documents collaboratifs qu'on a partagés, ça va laisser des traces, ça va construire ensemble notre intelligence collective, comme certains aussi l'ont soulevé dans les commentaires. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions, commentaires? Oui, avec quelqu'un d'autre? Je souhaiterais juste faire un témoignage. Oui, Kinda. Donc, justement, moi, dans mon expérience, j'ai vu des élèves se transformer, donc dans les deux sens, mais j'ai beaucoup de surprises. Et il y a des élèves qui étaient timides, qui ne prenaient jamais la parole, qui participaient très peu, qui sont hyper actifs. Et également dans la relation avec les parents, comme j'ai vu les collègues mettre dans le chat, effectivement, les visios, j'en fais régulièrement des visios avec les parents et je les rends un petit peu complices en fait. J'essaie de discuter avec eux de comment faire pour que les élèves arrivent à comprendre les leçons, les vidéos, comment travailler avec eux, comment faire pour les faire, je leur explique qu'est-ce qu'il faut que les élèves apprennent, la compétence, et comme ça, on travaille ensemble et ça se passe vraiment super, super bien. Les parents nous aident énormément et c'est très, très important. Je pense que la clé, c'est les parents avant les enfants, bien sûr les enfants, mais c'est très important de mener cette relation avec les parents
très régulièrement. Moi, je le fais une fois tous les 10 jours et on en discute et je leur envoie les progressions et voilà. Et ils m'envoient souvent des petits mails pour me dire comment ça se passe. Voilà. Donc, je voulais juste en témoigner. Mais merci beaucoup, Kinda, pour ce témoignage très précieux parce que quand je vais parler la prochaine fois des principes de maintenir la relation, j'ajouterai les parents dans ça parce que c'est vraiment important ce que tu nommes. Ça me semble très riche et précieux. Si on veut être en relation avec nos élèves qui sont à la maison, on a aussi besoin d'être en relation avec leurs parents. Wow! Bravo! Merci. Alors, d'autres? Oui? C'était très riche. Merci beaucoup. Merci, Kinda. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des commentaires, questions, suggestions? Oui, moi, je voudrais juste dire, Isabelle Dagadia, Oui, je voudrais Isabelle. juste dire de vous remercier et remercier aussi la MLF, la mission laïque, parce qu'en fait, toutes les formations qu'ils ont mises en place, tous les chercheurs qu'on a eu le plaisir et la chance d'écouter, arrive à nous faire mettre en place, et en tout cas, moi, en tant que directrice, je ne suis pas toujours en contact avec les élèves, mais au moins avec nos enseignants. On fait vraiment prendre conscience aux enseignants de plein de nouvelles choses, et vous allez toujours dans le même sens, et vous arrivez en cette fin de période à nous faire vraiment synthétiser tout ce que nous, en tant que directeur, on peut inciter, expliciter et tenter de mettre en place auprès de nos écoles. Et franchement, un grand merci pour votre aide parce qu'on a cette chance d'avoir ces conseils et cette richesse. Donc voilà, je voulais juste vous remercier. Merci, et Jérôme merci. Et toute l'équipe. Hein. Oui, Isabelle, bien sûr. Bravo, Jérôme. Bravo à toute votre équipe. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. C'est surtout toi, Benoît. Pour les collègues qui disent c'est dommage, effectivement, il y a un problème d'horaire avec le Maroc, vous savez. Mais voilà, vous allez avoir le diaporama. Et puis, ça a été enregistré. Donc, ça va bientôt être disponible. Ça va aller sur mlfmonde.org. Voilà, c'est une petite consolation. Tu n'auras pas eu Benoît en direct, mais tu l'auras eu en différé. Mais si vous voulez réécouter Benoît en direct, vous pouvez revenir la semaine prochaine pour une autre session, Benoît. Oui. On va parler de citoyenneté à l'ère du numérique, de développer cette citoyenneté chez nos élèves. Citoyenneté mondiale, hein? On le sait, nos élèves sont en contact partout sur la planète, comme vous le faites vous aussi. Alors, on va réfléchir ensemble sur ces questions-là. Alors, merci de votre présence. On vous libère si vous avez, à moins que vous ayez d'autres questions ou commentaires. Moi, je suis disponible. C'est jeudi prochain, mais ça va être, je ne sais pas comment vous dites les heures ici, là, tout le monde n'est pas à la même heure, là, mais par rapport à aujourd'hui, c'est 1 heure plus tard. C'est à 16, 17, c'est à 18 heures, heure de Paris. Allez, on va être un peu franco-centré sur la France. 18 heures, heure de Paris. La semaine prochaine, alors elle n'est pas encore en ligne. Elle sera en ligne dans la journée. Il faut qu'on voit Benoît par rapport à la salle. Il faut que je vois avec toi. Mais c'est en ligne dans la journée, ouais. Heure du Liban, alors là, je ne sais pas du tout, Mariam. 18h heure de Paris. Midi chez toi, Sylvie, à Toronto. Oui, ça va être midi, Toronto. C'est 19h à heure du Liban. Merci beaucoup. 19h heure du Liban, alors. Très bien. Heure du Liban. Donc, ce sera en ligne dans la journée. Voilà, dans la journée ici, on est encore là en fin de matinée, donc ce sera en ligne dans la journée. Et vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de places. Ce sera un peu sous le même système, donc vous aurez plein de places. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, mais inscrivez-vous rapidement. Excellent, merci beaucoup. Merci pour vos bons mots. Vous êtes très généreuse et généreux. Donc, s'il y en a qui souhaitent intervenir, il y a encore de la possibilité. Alors moi, je viens juste, ça fait 10 minutes que je vous ai rejoint. Je suis Sonia de Tanger. Oui, Sonia. En fait,
moi, je n'ai pas eu un problème d'horaire. J'ai bien compris que les horaires étaient décalés avec Google et compagnie. C'est juste que je n'avais pas la bonne adresse pour rentrer dans la réunion. Ouais, il y a eu un problème de lien, ouais. Voilà. Désolé, Donc, Sonia. Ouais. non, je Non, comprends. C'est ce qu'on vit tous les jours avec nos élèves, ouais. la technique. Il y a une erreur de lien. Il y a un lien qui a changé entre-temps et franchement, je pensais que tout le monde allait recevoir le nouveau lien, mais a priori, ça n'a pas été le cas. Et je m'en excuse, ouais, Sonia. Non, c'est pas grave. J'ai compris qu'on pourra revoir la conférence, donc c'est très bien. Juste s'il pouvait, notre cher ami canadien, s'il pouvait nous donner un principe à retenir pour aujourd'hui, pour avoir déjà de quoi réfléchir jusqu'au visionnage de la vidéo. En fait, moi, je vous dirais que peut-être le principe qui me semble le plus porteur, c'est le 5e principe, c'est-à-dire celui de cibler les actions, parce que c'est peut-être lui qui demande le plus de temps à décortiquer, à comprendre, mais c'est lui, je crois, qui va permettre de cibler des actions les plus efficaces, les plus pertinentes. Donc, un seul principe, je ciblerai sur le principe numéro 5. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme, mais j'aurais tendance à aller vers celui-ci. Mais il y en a d'autres aussi très intéressants. Excuse-moi, je répondais à des questions dans le chat, des questions techniques. Non, ça va. Non, ça va. Le CEP, c'est aussi très important. Le sentiment d'efficacité personnelle, ben oui. En fait, c'est un peu difficile de répondre à la question, Sonia, mais je dirais que peut-être il y a aussi quelqu'un qui suggérait celui sur le CEP, sur le donner confiance, là, qui est aussi très important et qui peut permettre de développer aussi la capacité à relever les défis aussi. Mais tu pourrais aller lire l'article, si tu veux te préparer au visionnement, Sonia. Je t'invite à aller lire l'article 9 principes pour soutenir l'apprentissage en éducation, pour soutenir, j'ai publié un article, peut-être Jérôme, tu peux remettre dans le clavardage le lien vers l'article si tu veux. Ça va permettre de te préparer au visionnement. Super. Merci beaucoup. Désolée d'avoir non, c'est nous. demandé une petite... Aucun souci. Merci. Je te mets le lien dans le clavardage. Hop. Je voulais aussi dire, si je peux, oui, c'est un merveilleux moment pour tisser des liens avec les familles. Et justement, souvent mes collègues, parce que moi je suis la professeure d'espagnol, donc j'ai les autres collègues, je fais souvent le pont et je leur dis toujours que les familles, elles sont de notre côté. On travaille ensemble. Et ça, et en ce moment, on le voit encore plus. Moi, je m'appuie beaucoup sur les familles et c'est pour ça que je le disais aux collègues, je fais des visioconférences apéro. Et on est là avec, moi je ne bois pas d'alcool, mais j'ai mon Vichy, les autres ont ce qu'ils veulent, et les cacahuètes, et ce qu'ils veulent, et on parle, et on rigole, et ça permet que certains parents qui sont très timides ou qui n'osent pas, ils disent effectivement leurs difficultés ou ce qu'ils ont à dire, qu'ils ne le diraient pas dans d'autres circonstances. Ah, ben c'est très bien. Merci, Angela, de ce partage. Ça va un peu dans le même sens que le témoignage de Kinda. Hein, vraiment, l'importance des parents quand on est à distance, c'est vraiment un élément clé. Donc, si ça permet de justement enrichir cette relation-là, ça peut nous amener à nous questionner quand on n'arrive pas à établir cette relation avec les parents. Quand nos élèves sont absents et que les parents ne sont pas là, comment on pourrait investir dans une relation bienveillante avec les parents et les engager davantage? Merci beaucoup, Angela. Il faut les appeler. C'est aussi simple que ça. Il faut les appeler. Oui, hein, les appeler. Il faut prendre son téléphone et les appeler. Et commencer par des petites vidéoconférences avec un seul élève pour après l'amener à qu'il revienne dans le petit groupe de 2, 3 ou 4. Intéressant comme stratégie. Il est vrai vraiment que le rôle des parents dans cette période est aussi important que le nôtre. Oui. Si je veux bien te prénommer, est-ce que c'est là Yola, ton nom, c'est ça? Oui, c'est Yola. Yola, OK. Oui, leur rôle est presque aussi, sinon tout aussi, sinon plus important que le nôtre. Hein? C'est ce que tu nommes, hein?
Merci, Yola. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent encore Moi, je intervenir? rajouterais, c'est Patricia, je rajouterais Oui. effectivement dans l'engagement de l'élève, 80%, il y a les parents. Si les parents comprennent notre ligne pédagogique, l'enfant, l'élève sera effectivement enclin à aller vers les visios comme des moments de partage avec la classe, des moments où on recalquerait une ambiance de classe. Et ça, je l'ai expérimenté. Moi, j'ai créé 2 groupes WhatsApp, un groupe avec mes élèves, profs-élèves, et un groupe avec parents-profs. Et la parole circule très facilement et si les parents comprennent, les enfants sont dans un climat, une relation, je dirais que c'est une relation triangulaire en fait. Mm-hmm. Patricia, je viens absolument valider ce que tu as dit. C'est vrai que quand on a les parents qui sentent qu'on travaille avec eux, qu'on ne les met pas de côté, l'enfant a encore plus de respect pour l'enseignant et tout le monde est gagnant en fait. Et c'est vrai que moi j'ai tenté l'expérience du WhatsApp avec les parents une seule année et ça a été ma meilleure année d'enseignement. Vraiment. Et c'est pas pour faire du copinage avec les parents, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est pas parce qu'on n'est pas dans un groupe WhatsApp qu'on peut pas se faire des copains. Mais c'est vrai que ce lien qu'il y a eu était très intéressant et jusqu'à présent, on a énormément de respect quand on se croise, soit dans la rue ou même dans l'école. Là, je ne l'ai pas refait depuis 2 ans et c'est vrai que j'aurais pu profiter de ce confinement pour relancer la machine, mais c'est vrai qu'au collège, au secondaire, ça peut être un peu mal vu. Et je ne sais pas si vous en avez parlé, mais on a tous des pédagogies et des personnalités différentes. Et des fois, on reçoit beaucoup de critiques de nos collègues. Je pense quand même qu'il faut le dire. Certains collègues qui n'acceptent pas cette familiarité ou ce rapprochement, cette intimité, je ne sais pas comment on peut l'appeler, cette proximité. Voilà. On a parlé d'éthique. En début tu n'étais pas là, on a parlé d'éthique et je crois que tout est question de positionnement. Je pense que ça, ce sont des jugements un peu hâtifs, mais dans notre costume, dans notre carrure d'enseignant, il suffit de mettre les limites et c'est une relation de confiance. Moi, je ne suis pas importunée. Le fait d'avoir créé un WhatsApp avec mon numéro personnel, moi, je sais que les parents sont très bien élevés, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est des fois des critiques de collègues qui peuvent décourager ce genre d'entreprise. Oui, alors peut-être qu'après, il faudrait penser dans nos pratiques, peut-être avoir un WhatsApp, mais un WhatsApp enseignant, c'est-à-dire que ça ne soit pas une charge prise sur notre numéro personnel, mais un numéro enseignant, une puce, ça peut s'envisager. Je pense que tout est discutable et tout est adaptable en fonction de la réalité locale. Parce que moi, j'enseigne au Maroc et je sais que la communication est très importante. On ne peut pas, voilà, on ne peut pas se passer de. Ah oui, des parents. Voilà. Oui, non, c'est sûr. Alors, au niveau des plateformes Pronote, c'est ce qu'on a. Et je crois, en tout cas, dans mon établissement, les parents ne le consultent pas du tout, sauf si c'est pour consulter les notes de leurs enfants. Mais vous avez, je sais qu'il y a des enseignants qui utilisent des plateformes qui permettent une interaction avec les parents où on va partager parfois des photos de ce qui se vit en classe, où on va partager des travaux que les élèves ont réalisés et qu'il y a une genre de communauté qui se crée avec la classe, comme par exemple, je pense à l'application CISA, là, qui est une petite application qui demande un abonnement, mais qui permet d'avoir cette interaction-là. Et les enseignants qui témoignent utiliser ces choses-là, effectivement, ils ont des témoignages semblables à ce que vous me nommez. C'est un engagement des parents et par conséquent des élèves. Donc, c'est vraiment très riche. WhatsApp permet de le faire, mais effectivement, à ce moment-là, on est dans une plateforme. Des fois, il y a un mélange des genres. On devient un peu, quand on utilise pour tout ça. Donc, quand on arrive à trouver des plateformes qui sont dédiées à ça, mais ça aide à faire en sorte qu'on enlève peut-être certaines ambiguïtés ou des trucs comme ça, là. Oui, c'est ça. CISA peut être gratuit. Oui, il y a une version gratuite de CISA. Donc, c'est un exemple, mais je ne dis pas qu'il faut utiliser CISA, mais c'est un exemple de solution. Très bien. Excellent.
Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous et merci. Je crois que c'est Céline. Je ne sais même pas qui je parlais. Angela. Sonia. Angela. Merci Angela pour cet échange. Et Sonia, non? C'était Sonia plutôt. Sonia plutôt. Oui, j'ai pas activé ma caméra, pardon. Voilà, me voici. Non, désolé. C'était Sonia, désolé. Merci en tout cas. Ah oui. C'est un plaisir. Merci encore, Benoît. Désolé pour le retard. Non, il n'y a aucune faute. À la semaine prochaine. On a bien compris. Pas de problème, Sonia, c'est nous. Exactement. Excellent. Semaine prochaine sur un autre sujet tout aussi intéressant. On est prenant. C'est très bien. On est prenant. Très bien. Merci beaucoup. Excellent. Alors, belle fin de journée à tout le monde. Ceux qui sont en Europe ou en Afrique ou en Asie, bonne nuit, dormez bien. Puis pour les autres, belle fin de journée à tout le monde. Merci beaucoup, Benoît. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci à vous. Hein. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Merci. Bonne fin de journée. Merci, vous aussi. Merci. Donc, vous avez les coordonnées de la diapo si jamais vous voulez réafficher. Merci beaucoup pour vos nombreux commentaires très, très enrichissants. Belle fin de journée à tout le monde. Alors, on va laisser les gens quitter s'il y en a qui avaient encore des... On va partir. Comment? Pardon? Je vais envoyer le diaporama, Benoît. Oui. Voilà. Je vais envoyer le diaporama. Celui-ci, il y aura tous les liens dedans. Donc, excellent. Numéro 1. Vous aurez tous les liens. Vous pourrez y avoir accès. Très et bien. pour Merci la vidéo et l'enregistrement, pour les collègues, vos collègues qui n'ont pas eu encore, qui n'ont pas eu la chance ou qui ont eu ce problème de lien ou d'horaire, elle sera mise en ligne sur le forum, mlfmonde.org prochainement. Excellent. Voilà, je vais devoir aussi quitter parce que j'ai une autre formation qui commence dans 8 minutes. Bon, mais je te laisse. Merci beaucoup, Jérôme. Je vous laisse Benoît, tout le monde. Ouais, faudra qu'on voit Benoît par rapport à au lien, parce que le lien que tu m'avais envoyé, le lien de la salle, c'était celle de cette salle-là. Oui, je vais en créer un. Je t'envoie ça. OK. Oui, je vais en créer un nouveau, puis je vais te l'envoyer. D'accord. Tu en crées un nouveau, tu me l'envoies, et puis comme ça, on pourra utiliser ta salle la prochaine fois? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que pour le descripteur, tout ça, ça t'allait, Jérôme, ce que je t'ai envoyé? Est-ce qu'il y avait des remarques ou des ajustements à faire? Non. J'ai mis quelques résumés, j'ai mis quelques mots pour résumer. Je t'enverrai ça, puis si jamais tu me dis, si jamais ça ne va pas, quand je vais le publier, je t'enverrai le lien publié. Si jamais ça ne va pas, on peut faire quand même des changements sans problème. D'accord. Je t'envoie je fais ça, j'écris, puis je te l'envoie dans la prochaine heure. Le lien vers la salle Zoom, comme ça, je l'intègre. Oui. Alors, je vais me mettre aussi en formateur. C'est pas pour mettre en formateur. Hein. Je ne veux pas faire ça. C'est juste, en fait, ça permet de recevoir les messages si jamais il y a des messages d'erreur ou de problèmes. Plutôt que ce soit que toi qui les reçois, les gens aussi vont m'écrire. Comme ça, je pourrais gérer ça. Ça te va si je ne mets pas, on ne sera pas obligé d'autoriser l'arrivée des gens, je vais mettre la salle. Ouais, non, j'ai vu qu'après, je l'ai enlevé après, j'ai vu où c'était. Mais au début, ouais, j'ai autorisé. C'est vrai que c'est un petit peu lourd à faire. Donc, oui, c'est un peu long quand on est nombreux. Alors, je vais le mettre par défaut qu'elle sera ouverte, mais comme c'est un lien avec un mot de passe, c'est vos membres qui vont le recevoir, ça évite les perturbations. Donc, tu mets avec un mot de passe ou sans mot de passe? Le lien va inclure le mot de passe. Donc, d'accord, ok. Donc, ils ont juste les gens n'ont pas besoin. Ok. Oui, super. Exact. Bon, c'est parfait. Super, tu m'envoies ça, Benoît, et puis je mets ça en ligne. Excellent. Très, très bien. Merci beaucoup. Alors, c'est nous. Belle fin de journée à toi. Merci. Merci à vous toutes et tous.